Bonsoir et bienvenue au Cœur des Sciences. Je me présente Sophie Malavoie, directrice du Cœur des Sciences. Vous êtes venus nombreux, on est contents. C'est un beau sujet, la cybersécurité. Inutile de dire pourquoi on a choisi ce thème-là. Il est vraiment d'actualité. Alors ce soir, je vais parler très peu. Ce n'est pas moi qui anime le débat. Je vais me contenter de vous présenter l'animateur de ce soir. Vous le connaissez de toute façon parce que tout le monde écoute la radio. Mathieu Dugal, qui est animateur et réalisateur de l'émission La Sphère à Ici Première de Radio-Canada. Donc, je vais laisser Mathieu vous présenter nos invités. Mathieu ? Et bonne soirée. Oui, merci. Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir. Vous comprendrez que c'est un sujet qui nous anime beaucoup à la sphère. On en a parlé abondamment au cours des dernières années et aussi l'automne dernier, nos amis d'ICI Explora nous ont donné une bonne fenêtre aussi pour discuter de hackers. Et donc, avec 230 000 attaques, comme vous avez vu dans le programme, par jour contre des États, des individus, la question de la cybersécurité devient de plus en plus une question qui touche les gens au quotidien. Le coût du cybercrime dans le monde, on l'évalue à 6 trillions de dollars d'ici 5 ans. C'est des coûts qui sont considérables, des gens aussi qui seront de plus en plus attaqués. On a aussi un aspect de cette cybersécurité-là. Il ne faut pas oublier que cette cybersécurité-là et ce cybercrime-là se déploient dans des environnements où nos appareils se rapprochent de nos corps quand ils n'y entrent pas carrément. On pense à des appareils biomédicaux qui sont maintenant piratables. Donc, les conséquences peuvent être assez funestes. On va rajouter à ça l'Internet des objets. J'ai des amis dans le monde de la sécurité, le IoT, ils appellent ça Internet of Torments. C'est dire le paquet de problèmes qui voit se profiler avec ces frigos connectés. D'ailleurs, moi, j'anime une émission de numérique, mais je ne comprends pas encore l'idée d'avoir un frigo connecté. Bref, vous me convaincrez si vous y trouvez des avantages. Le fait est qu'on se retrouve maintenant avec des cafetières qui font des attaques informatiques, en fait, qui sont enrégimentées par des pirates pour faire des attaques informatiques. Et c'est dire que ces objets connectés-là, qui seront au nombre, dit-on, d'ici 2020, de 200 milliards. Donc, imaginez, on sera en ligne. Grosso modo, en 2020, 4 milliards d'humains, il y aura 200 milliards d'objets connectés. C'est vous dire la possibilité que ça aille mal, il y en aura beaucoup. Et donc, pour en discuter avec moi, on a 66 % des invités de la sphère qui sont là et quelqu'un qui va sûrement en faire partie bientôt. Je le présente tout de suite, Sébastien Gambs, qui sera invité bientôt à la sphère. Il est professeur d'informatique à l'Université du Québec à Montréal. Ses travaux de recherche portent principalement sur la protection de la vie privée et de la sécurité informatique en particulier. Il travaille notamment dans le domaine de la géolocalisation. Et ça, si on veut faire peur au monde, là, si on veut faire des belles images pour se rendre compte de comment la cybersécurité ou le cybercrime peut nous suivre à la trace, la géolocalisation en est un très, très bon exemple. Bonsoir, Sébastien. On a également Mourad Debabi, qui est professeur à la faculté de génie et d'informatique de l'Université Concordia. Il est également titulaire de la chaire de recherche industrielle principale CRSNG Hydro-Québec Thales, voilà, j'ai réussi à le dire, sur la sécurité des réseaux électriques intelligents et les attaques cyberphysiques. Ça fait des bonnes cartes d'affaires, ça, hein? Et titulaire de la chaire de recherche Concordia en sécurité des systèmes. Mourad Debabi, bonsoir. Et également Benoît Dupont qui est professeur de criminologie à l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada en cybersécurité et directeur scientifique du réseau intégré sur la cybersécurité. Bonjour Benoît. Bonsoir plutôt. Je vais commencer avec une question, une question de journaliste, c'est-à-dire qu'on va faire peur au monde, ça va être une question beaucoup trop large, puis là vous allez me dire, ouais, c'est pas vraiment ça, on peut pas lancer ça comme ça, mais quand même. Si on se reporte, par exemple, il y a seulement
4 mois, au moment où on tournait l'émission Hackers, il n'y avait pas encore eu l'élection de Donald Trump. Il n'y avait pas eu cette affaire-là avec les services secrets russes ainsi que les hackers russes qui ont été soupçonnés fortement d'avoir une grande implication là-dedans. On a vu récemment aussi ce réseau électrique en Ukraine qui a littéralement été piraté. On s'est retrouvé avec un blackout dans une grande partie d'un pays développé. Alors, est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui de se poser la question à savoir, est-ce qu'on a un 11 septembre numérique? Est-ce qu'on a un 911 numérique qui nous pend au bout du nez? Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie des probabilités, à tout le moins, qui sont envisageables? Qui veut se lancer là-dessus? Je vous ai vu prendre le micro, M. Debaby. On va commencer avec vous. Est-ce qu'un 11 septembre numérique, c'est de faire peur au monde que de parler de ça? Non, je ne pense pas que l'objectif, c'est de faire peur aux gens, mais si on regarde la chronologie des événements majeurs de sécurité, on a commencé à en voir à peu près dès 2003. Il y avait, lors de l'invasion de l'Irak, il y avait des attaques qui étaient coordonnées, qui étaient pré-planifiées contre les infrastructures informatiques de l'Irak. Et ça a été annoncé par le gouvernement américain. Si on regarde 2007-2008, il y avait des attaques majeures de déni de service qui ont mis à terre l'infrastructure informatique de l'Estonie et la Géorgie. Mm-hmm. Si on prend 2010, par exemple, il y avait une attaque majeure contre une station nucléaire avec un code malicieux, ou si vous voulez un virus spécialisé dans les systèmes de contrôle industriel qui ciblait des stations nucléaires en Iran. C'est le fameux code Stuxnet. Ouais. Si on prend 2013, il y avait des attaques de l'ordre de plusieurs gigabits par seconde contre des compagnies de sécurité informatique. C'était des attaques majeures. Et depuis ce jour-là, on en voit quotidiennement des attaques majeures contre des institutions à travers le monde. Donc, il y a à peu près 230 000 attaques, je dirais, majeures quotidiennement de déni de service, par exemple. Ça, c'est juste pour prendre un exemple. Et ça, c'est juste du déni de service, là, qui est en termes informatiques une attaque qui est assez facile à organiser. Là. C'est pas, très facile, très facile. C'est à la portée de presque tous. Presque tout le monde, ouais, oui. Ouais, presque tout le monde, mais les effets peuvent être néfastes pour les institutions qui sont attaquées. Bon, donc, il y aurait des probabilités. Est-ce que vous partagez cette analyse-là, Sébastien? Oui, si on regarde, donc moi je travaille sur le respect de la vie privée, si on regarde du côté des données personnelles, on a vu aussi qu'il y a une augmentation du nombre de fuites de données personnelles. Donc si je prends l'exemple de Yahoo par exemple, ça se chiffre en centaines de millions de personnes dont les données ont pu être aspirées. Donc là aussi on voit qu'avec l'Internet des tourments qui arrive, on commence à introduire aussi des objets dans la maison des personnes et donc en plus des dénis de service qui vont être causés par votre cafetière, il y a sûrement votre Barbie connectée intelligente qui va laisser fuiter de l'information sur ce que font vos enfants ou sur ce qui se passe à la maison. Donc, des dénis de service aussi par cafetière. Ça, c'est André Breton. Je suis persuadé qu'il aurait adoré entendre parler, avoir entendu ne serait-ce que cette phrase-là. Mais là, vous avez parlé, par exemple, de courriel, de fuite de courriel, avec certaines informations privées. Monsieur Debaby, vous avez quand même parlé d'infrastructures critiques là, qui ont été mises en danger. On n'est pas quand même dans le même registre. Là. Un réseau électrique qui tombe, ça a quand même plus de conséquences que des courriels, que des fuites de mots de passe, par exemple, dans des courriels. Est-ce que, Benoît Dupont, est-ce qu'il faut craindre davantage, par exemple, des fuites de courriels massives ou, par exemple, des choses plus graves comme un réseau électrique ici au Québec, au Canada, des fuites de renseignements médicaux? Est-ce que ça pourrait arriver ici? Je pense pour répondre à la question de façon équilibrée, la question qu'il faut se poser, c'est la sévérité de tous ces types d'attaques qui sont extrêmement diversifiées les unes des autres. Une attaque par déni de service qui nous empêche d'accéder à notre site internet favori, Radio-Canada, c'est gênant, mais ça n'a pas un impact, une sévérité aussi équivalente, par exemple, à une attaque contre une centrale électrique qui va priver plusieurs millions d'habitants d'une aire géographique d'accès à l'électricité, qui, par répercussion, donne accès au chauffage, à l'éclairage, à l'accès aux services bancaires, etc. etc. Oui, ça, c'est l'interrupteur premier. Là. Les Anglais disent c'est le kill switch. Si tu as ça,
tu as un pouvoir énorme. Là, on est la société de l'électricité. En fait, les sociétés modernes sont des sociétés de l'énergie électrique. Et plus ça va aller, plus ça va s'intensifier. Donc je pense qu'il faut bien comprendre que le 11 septembre, il est tous resté gravé dans notre mémoire parce qu'on a vu en direct 3000 personnes mourir à la télévision. On est encore très loin quand même de cette réalité-là, même si on arrive à perturber le fonctionnement d'usines d'enrichissement nucléaire. On est encore assez loin, mais on s'en rapproche parce qu'on est de plus en plus dépendant. Et donc, on doit commencer à affiner un petit peu notre évaluation des risques qui nous empêchent de fonctionner au quotidien et des risques qui sont existentiels, ceux qui frappent des infrastructures critiques, comme on les appelle, de notre société, sans lesquelles notre société va se désintégrer assez rapidement à une vitesse accélérée. Oui, et comme on le disait tout à l'heure, ça va même jusque dans des appareils qui sont sur nos corps ou dans nos corps. Les conséquences, la fameuse anecdote du cardiologue de Dick Cheney qui enlève la fonction Wi-Fi sur son stimulateur cardiaque pour éviter ce genre de choses-là. C'est pas de la science-fiction, on est dedans. On va rester dans votre domaine, si vous voulez bien, Benoît Dupont, parce que vous vous intéressez beaucoup justement aux grandes conventions, à la manière dont les États s'organisent pour faire en sorte de juguler en fait cette menace-là. Est-ce que ici au Canada, en 2017, notre État, nos États, l'État fédéral, les provinces sont bien au fait de la possibilité que ça puisse aller très mal si on ne s'occupe pas bien de notre cybersécurité? Oui, je pense que sur le constat de la gravité du problème, on est arrivé à une situation où tout le monde a pleinement conscience qu'on est arrivé à un moment charnière et qu'il va falloir qu'on y réponde de façon sérieuse. D'ailleurs, une raison pour laquelle je pense on est si nombreux dans la salle aujourd'hui, parce que c'est devenu un consensus de société que la cybersécurité est un problème extrêmement complexe. Moi, souvent, je fais l'analogie avec les changements climatiques. Ce sont des problèmes aussi complexes et aussi difficiles à résoudre, et pour lesquels, par contre, on ne pourra pas éviter des réponses très rapides au risque de perdre énormément de compétitivité économique et de bien-être social, etc. etc. Donc, nos gouvernements, je pense, pour la plupart d'entre eux, ils ont bien compris la gravité du problème. Maintenant, est-ce qu'ils ont un début d'idée de la façon dont ils vont pouvoir le régler? C'est assez... on peut en débattre. Au niveau fédéral, on attend depuis une dizaine d'années une deuxième politique ou stratégie nationale de cybersécurité dans un domaine où la technologie évolue à une vitesse phénoménale. Donc, par exemple, en 2017, aujourd'hui, on opère dans un cadre politique et dans une certaine mesure réglementaire qui date de 2010. En 2017, 7 ans dans le domaine de la cybersécurité, c'est une éternité. Ouais. Et au niveau provincial, alors là, on a, au Québec en tout cas, très peu de choses. Une des seules provinces qui a une politique de cybersécurité digne de ce nom, qui est d'ailleurs à ce titre probablement même meilleure et plus avancée que celle du gouvernement fédéral, c'est la province du Nouveau-Brunswick. Ça peut paraître paradoxal qu'une si petite province qui est réputée pour une économie plutôt extractive ou de pêche et d'agriculture très traditionnelle soit si en avance, mais c'est parce qu'elle a justement fait le choix, elle a identifié la cybersécurité comme son futur moteur de développement économique et elle a choisi d'investir massivement dans ce domaine-là, comprenant, et dès l'école primaire, comprenant que c'est un enjeu de société majeur auquel on doit accorder une importance centrale. D'ailleurs, pour l'anecdote, vous êtes tous dans le domaine de l'enseignement. Si un bon moyen de se trouver un emploi à la fin de ses études actuellement, c'est la cybersécurité. Là. C'est quoi? Les étudiants n'ont pas fini, qui sont déjà recrutés par les compagnies. Là, si personne ne sera au chômage dans le domaine de la cybersécurité pour les 50 prochaines années, c'est bien certain. Voilà, si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants, hein, vous leur porterez la bonne nouvelle après la conférence ce soir. Mais vous avez dit quelque chose, vous dites, il y a plein d'endroits au Canada où l'État, en fait, les États n'ont pas la moindre idée de quoi faire avec cette question-là de la sécurité. J'aimerais peut-être vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est la responsabilité des États ou c'est la responsabilité des compagnies ou des individus de faire en sorte que leur vie numérique se passe dans
dans un relatif hygiène avec des systèmes qui sont bien protégés. C'est la responsabilité de qui? Oui, Sébastien. Sébastien, après Mourad. Selon moi, c'est une responsabilité qui doit être partagée. On ne peut pas demander à l'État de régler tous les problèmes de sécurité. Je pense qu'il faut qu'il y ait une partie d'éducation numérique envers les citoyens. Donc, j'imagine qu'effectivement, d'avoir dès le primaire une sensibilisation sur comment créer de bons mots de passe, comment éviter de diffuser trop d'informations, c'est important. Il faut que les entreprises embauchent et aient un niveau de sécurité. Donc, on sait qu'il n'y aura jamais de sécurité parfaite, mais il faudrait que dès qu'on a des services qui sont sensibles ou qui collectent des données personnelles, on essaye de se tenir au courant de quel est l'état de l'art. Donc, une du fait qu'il n'y aura jamais de chômage en sécurité, c'est qu'il y a des nouvelles technologies qui apparaissent tous les jours, et donc il faut se poser la question comment on sécurise ces technologies-là. Donc il y a toujours un aspect, quelqu'un qui est en sécurité informatique, qui doit se tenir à jour, en fait, il doit faire une veille technologique importante. Et donc il y a un aspect état de l'art sur quelles sont les bonnes pratiques de sécurité, et je pense que les États aussi ont un rôle à jouer important en poussant les acteurs, donc par exemple les acteurs d'infrastructures critiques, à investir sur cet aspect-là. Donc selon moi, je pense que ça doit être une responsabilité qui est partagée. On ne peut pas dire l'État canadien doit résoudre tous les problèmes de sécurité informatique au Canada tout seul. Il ne pourra pas le faire. Ça passe aussi par une éducation des citoyens et par un effort du point de vue des entreprises. Ça passe par qui la responsabilité, Mourad? Avant de répondre à cette question, j'aimerais bien revenir sur l'autre question. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses ou pas qui sont faites dans ce domaine-là au niveau gouvernemental? Moi, je travaille de manière très étroite avec certaines agences de sécurité au niveau gouvernemental. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, il y a beaucoup d'actions concrètes qui sont faites, notamment, par exemple, par Sécurité publique Canada, par le Bureau de la concurrence, par le CRTC, par la GRC, par la Sûreté du Québec, etc. Donc, il y a des unités de crimes technologiques, il y a un centre de gestion d'incidents national, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ce qui manquerait peut-être, et c'est là où je vais répondre à la deuxième question, quelque chose de désirable, donc un desideratum dans ce domaine-là, serait une meilleure synergie entre, par exemple, le secteur public, gouvernement, le secteur privé, l'industrie, et le secteur académique. En général, le secteur privé, ils opèrent des services informatiques, ou ils opèrent des services comme par exemple fournir l'électricité ou fournir l'eau, etc. Donc ils ont les clients, ils ont les services, ils ont les données sous-jacentes, l'infrastructure sous-jacente. Le gouvernement a le mandat d'enquêter en cas d'incident. Il a aussi l'obligation de gérer les incidents, de gérer les crises, etc. Et sur le volet académique, donc on a une communauté de recherche qui peut proposer des solutions, mais les solutions, il faut les appliquer sur des données. C'est là où la collaboration étroite, normalement, devrait prendre place entre les trois secteurs, gouvernemental, académique et industriel. Donc, vous dites, dans le fond, c'est qu'on ne se parle pas assez. C'est que la synergie, elle n'est pas encore bien opérationnalisée. Il y a des tentatives, il y a des débuts, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans ce chemin-là. Vous avez parlé d'un aspect, c'est-à-dire les départements, par exemple, de police qui ont évidemment leurs services, mais on regarde des données, le crime, le cybercrime est quand même en forte progression quand on est quand on compare au crime, je dirais le crime peut-être plus classique où on a vu soit une stagnation ou une baisse, par exemple les crimes violents, c'est un bon cas de figure. Est-ce qu'on investit assez justement dans les services de police, dans les services de sécurité envers ces aspects-là de la sécurité qui, quand même, aujourd'hui, constituent une grande part des crimes qui touchent les gens? Ça, c'est une question qui est centrale. Ça, c'est vraiment une question centrale parce qu'une des caractéristiques de la cybercriminalité, c'est qu'il y a un problème de volume. Donc, quand on voit, par exemple, le nombre d'attaques quotidiennement, j'ai mentionné le déni de service, 230 000 par jour. Quand on mentionne le nombre de virus collectés par jour, on parle de 1,2 million par jour. Quand on parle des campagnes de spam quotidiennement, on parle de 150 millions. Donc, quand on parle de cela avec les agences d'application de la loi ou les organisations de police, ils disent qu'on a un problème de capacité. On ne peut pas dealer avec
tout ce volume-là d'incidents ou de crimes. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre des priorités. Tout ce qui touche la sécurité ou la sûreté nationale passe en premier. Tout ce qui touche, par exemple, l'exploitation des enfants passe en premier. Tout ce qui est crime à haute incidence va passer en premier, etc. Mais il y a un problème de capacité. Donc, à mon avis, il faut allouer plus de ressources à ces organisations-là, mais aussi trouver des moyens de traiter de manière plus, je dirais, automatique l'analyse de ces incidents-là. D'ailleurs, de les prévenir. C'est ça, vous travaillez d'ailleurs sur ces aspects-là, non? Exactement. Oui. Donc, nous, on regarde de très très près qu'est-ce qui se passe quotidiennement dans le monde de la cybercriminalité. Donc, on opère une certaine infrastructure qui nous permet d'être au courant de qu'est-ce qui se passe en temps réel. Et donc, on essaie de proposer des techniques qui permettent soit de prévenir ces attaques-là, ou bien de les détecter, de les attribuer, c'est-à-dire trouver les auteurs de ces attaques-là aussi. Le maillon faible dans le domaine de la sécurité aujourd'hui, est-ce que, j'en ai parlé beaucoup en préparant la série Hackers cet été, on dit qu'on a bien beau avoir les meilleurs systèmes de sécurité au monde, on investit massivement dans du chiffrement, on investit dans des solutions qui sont quand même souvent assez chères. Il y a des salons d'ailleurs qui sont très populaires où on vend toutes sortes de bébelles à des entreprises en leur faisant peur. Est-ce qu'encore aujourd'hui, on peut dire que le maillon faible, ça va toujours demeurer la personne, l'employé imprudent, l'internaute qui laisse un peu trop d'informations en ligne? Est-ce qu'on peut encore dire ça? Au niveau des attaques individuelles, oui, c'est certain que l'humain est beaucoup plus facile à pirater que les machines parce qu'il commet beaucoup plus d'erreurs, il est motivé par tout un tas d'intérêts et de pulsions qui sont faciles à manipuler. Alors on peut dire que le maillon faible, dans une certaine mesure, c'est l'humain, mais je pense qu'un maillon faible aussi majeur, c'est le marché, la façon dont le marché fonctionne très mal. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la sécurité, c'est toujours pas devenu une considération principale. Là, quand vous achetez des produits informatiques ou électroniques, bien souvent, et on le voit très bien avec l'Internet des objets, ils sont très mal conçus sur le point de vue de la sécurité. Pourquoi ? Parce que les gens qui les achètent privilégient plutôt la facilité d'utilisation, la facilité de prise en main. Les gens qui les fabriquent ne vont pas investir énormément en sécurité non plus, parce qu'ils veulent garder des prix bas, ils veulent être les premiers arrivés sur le marché pour s'approprier des parts très importantes de marché, parce que le deuxième ou le troisième, en fait, dans cette économie-là, va jamais arriver à avoir des profits significatifs. Donc on a un marché qui produit un échec en termes de sécurité, et on construit en fait des produits qui sont très très décevants ou très problématiques en termes de sécurité, et ça c'est un maillon faible majeur aussi. Mais en même temps, si on reprend par exemple une analogie de l'automobile, bon, je me souviens pas de Ralph Nader, je l'ai lu, mais sa croisade pour la sécurité dans les automobiles a porté fruit. Il a fait plier des industries, mais qui pesaient des milliards de dollars. Et on se retrouve aujourd'hui avec des appareils qui potentiellement peuvent faire des dommages. Bon, c'est pas le même type de dommage, là. On ne se retrouvera pas mort dans un tas de tôle, mais les dommages peuvent être considérables. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement, là, le législateur a un poids, de dire que les dommages qui peuvent résulter de ces objets-là qui sont construits un peu n'importe comment, avec des sécurités qui sont pleines de trous, ben, on ne les vendra pas. Et que si vous voulez en acheter un objet connecté, ben, vous allez payer pour avoir un objet connecté qui est à tout le moins qui a un début de sécurité. L'exemple de Ralph Nader et des voitures est fascinant parce que c'est dans les années 70 qu'il a réussi à faire changer les comportements des constructeurs automobiles pour les forcer à installer des ceintures de sécurité, des airbags, tout un tas de dispositifs de sécurité. Donc ça lui a pris à peu près, ça nous a pris en tant que société une 50aine à une 60aine d'années de passer d'une situation où on invente l'automobile à une situation où les constructeurs automobiles ne peuvent plus répondre à ceux qui leur font l'objection que leurs produits ne sont pas suffisamment sûrs, que finalement c'est la responsabilité des usagers et non pas leur responsabilité d'industriels. Alors que dans la situation d'Internet, on est dans une technologie bien plus jeune. Ça fait seulement 25 ans qu'Internet est disponible de façon commerciale et démocratisée. Ouais. Donc je pense qu'on va certainement, d'ici quelques années, se trouver dans une configuration très similaire où les gens vont dire, ben là, votre responsabilité de mettre en marché des produits qui ne sont pas sûrs, désolé, mais ça ne fonctionne plus.
Vous allez devoir, et le législateur va certainement, mais ça va être sous la pression de militants comme l'a été Ralph Nader, numériques, qui vont dire non, ça suffit, on ne peut plus avoir des produits aussi mal conçus parce qu'ils mettent en danger la sécurité de tout l'écosystème numérique. Est-ce que ça se pourrait aussi que la sécurité informatique, ça pogne moins, entre guillemets, parce que les effets on ne les voit pas nécessairement, nos données qui fuitent en ligne, c'est pas comme quelqu'un qui entre chez nous et on se rend compte que la serrure, elle a été forcée. Les données qu'on laisse, vous vous intéressez beaucoup, Sébastien, on n'est pas au courant de la quantité de données qu'on laisse, notamment dans le domaine de la mobilité. Est-ce qu'il faudrait développer des systèmes où on serait en mesure de le voir davantage pour qu'au moins on soit conscient de cette chose-là? Parce que quelqu'un qui vous écoute sur votre routeur ou sur votre réseau, vous ne le voyez pas. Quelqu'un qui est à côté de votre fenêtre, vous allez le voir, vous allez peut-être l'entendre. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut développer, ça, dans le rapport qu'on a à nos objets? Je pense qu'il y a un aspect, effectivement, de développer des outils qui permet de visualiser plus facilement les impacts sur un individu. Après, si vous avez des gens dans la salle qui ont été victimes d'usurpation d'identité, je pense qu'eux, ils ont ressenti les effets que pouvait causer une fuite de données, ou peut-être leur donnée a été utilisée pour prendre leur identité et faire une action à leur nom. Ou les rançongiciels qui nous coûtent cher, et qui C'est ça, donc il y a plusieurs aspects à faire. Prendre en compte, effectivement, développer des outils qui permettent... Un outil très simple pourrait être donnez-moi vos données de mobilité pendant une semaine et je développe une appli sur le téléphone qui permet de déduire qu'est-ce que je peux apprendre à votre sujet, où vous habitez, où vous travaillez, quelles sont vos habitudes. Et puis après, malheureusement, en vie privée, c'est souvent quand il y a des grosses fuites de données que les gens se réveillent et sont sensibilisés à quels peuvent être les impacts. Donc, souvent, ce qui fait avancer la sécurité ou la vie privée, c'est malheureusement une catastrophe en termes de sécurité. Donc, par exemple, une centrale nucléaire ou un réseau électrique qui tombe ou une fuite massive de données qui change les prises de conscience. Mais pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure sur l'aspect législatif, donc moi qui suis revenu au Canada que depuis un an, en Europe, par exemple, la décision qui a été prise, c'est au niveau européen, le règlement de protection de la vie privée et de données personnelles vient de changer. Et dans ce règlement-là, il y a une obligation pour les entreprises de montrer que lors du développement d'un service, ils ont fait non seulement une analyse de sécurité, mais aussi une analyse de vie privée lors de la conception. Donc plutôt d'être dans le modèle « je développe mon service, je le déploie et j'attends de voir si j'ai un problème ou pas », il y a une obligation légale de pouvoir montrer qu'on a fait une analyse de vie privée et qu'on a intégré ça dans le service. Donc si quelqu'un développe un service, donc le règlement a été voté l'année dernière, mais il y a 2 ans d'application, donc à partir de 2018 c'est demain, c'est dans un an, les entreprises qui développent un service et où il y a des problèmes de vie privée importants sur des fuites de données, qui ne seront pas capables de montrer aux juges qu'ils ont fait la démarche nécessaire, pourraient avoir des pénalités. Donc là, la voie qui a été choisie, c'est effectivement la voie législative où on demande aux entreprises de prouver ou de faire une démarche proactive sur l'aspect de la sécurité et sur l'aspect de la vie privée. C'est le fameux principe de précaution qui, en général, est souvent plus développé en Europe. Est-ce que ça pourrait... est-ce que c'est quelque chose qui est importable ici, ça, Benoît Dupont, ce type de législation-là? Oui, c'est tout à fait importable parce que le Canada a quand même un rapport à la législation sur la vie privée qui est beaucoup plus proche de ce qu'on retrouve en Europe que de la situation au sud de la frontière. Donc c'est tout à fait compatible avec notre cadre législatif très protecteur de la vie privée. Maintenant, c'est la volonté politique aussi. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a une volonté politique très forte de placer, pour des raisons historiques, pour des raisons diverses et variées, de placer la vie privée au sommet de la pyramide des valeurs. Notamment en Allemagne. Je pense que l'Allemagne revient beaucoup quand on parle de ça. Si on veut s'inspirer d'un pays, là, c'est ce pays-là. Tout à fait. L'Allemagne, la France, il y a d'autres pays aussi qui ont chacun des modèles un petit peu différents, mais qui valorisent énormément la vie privée. Nous, au Canada aussi, on accorde une très forte valeur à la vie privée. Donc, il n'y a rien qui est incompatible, qui nous empêcherait à nous, au Canada, de nous inspirer de ces politiques-là et d'essayer de voir comment, justement, on peut les mettre en œuvre pour améliorer un petit peu la situation actuelle.
J'aimerais qu'on revienne sur la question des données qu'on laisse sans s'en rendre compte, parce que de plus en plus, on le sait, on va dans les conférences de techno, de numérique, tout le monde nous dit « mobile first », puis bon, tout s'en va dans le mobile, tout est dans notre téléphone, nos données sont rendues dans le cloud, dans l'info magique, nos téléphones, nos appareils sont constamment branchés. On laisse littéralement des traces sur nos pas. Expliquez-nous comment ça fonctionne et quels sont justement ces moyens-là de connecter l'information qu'on a dans nos systèmes. Donc pour l'exemple du mobile, il y a plusieurs façons de collecter l'information. Donc une première, c'est par exemple, quand vous déplacez votre téléphone, il va diffuser de l'information sur par exemple quels sont les réseaux Wi-Fi qui sont fréquents pour essayer de voir s'il y en a un dans votre proximité. Donc il y a des systèmes par exemple de ce qu'on appelle du physical analytics, c'est-à-dire de pouvoir suivre les déplacements d'une personne. Par exemple, à Londres, il y avait une controverse sur des poubelles connectées qui suivaient les déplacements des personnes dans une rue en suivant justement les informations qui sont broadcastées par leur téléphone mobile. Après, ça peut être parce que le niveau de sécurité du téléphone est pas forcément encore satisfaisant à l'heure actuelle. Donc ça peut être une application qui est installée dans le téléphone qui fait fuiter des données. Donc il y a plein de façons de pouvoir tracer un individu, soit par l'information qui est transmise par son téléphone, soit par l'installation d'un mouchard, par exemple, qui remonte certaines informations. Soit par donc oui, le dernier exemple, continue, ça pourrait être une application qui est un jeu. Vous l'installez, mais en fait, quand vous l'installez, elle demande d'avoir accès à des permissions à plein de choses qui n'ont rien à voir avec la fonctionnalité du jeu, donc par exemple la localisation. Donc ça peut être par une application qui a été installée, qui se base sur des librairies qui collectent des données de géolocalisation. Comme on l'a vu récemment, la fameuse application chinoise là, qui nous permettait de prendre une photo de nous et de la cutifier, vous me pardonnerez le néologisme, là. On se déguisait donc avec cette application-là, mais les conditions de sécurité, en fait, le règlement faisait en sorte qu'on autorisait cette application-là à envoyer plein de données chez le constructeur. Le problème vient du fait qu'à l'heure actuelle, le modèle, c'est tout ou rien. En fait. Donc, soit j'accepte toutes les permissions de l'application, soit je n'installe pas l'application. Mais d'autres exemples classiques, c'est si vous avez installé une appli Lampe Torche ou si vous avez installé Angry Birds dans les anciennes versions. Il y a beaucoup d'applications Lampe Torche qui demandaient aussi d'avoir accès à la géolocalisation, au contact, au SMS, alors que typiquement, c'est le genre d'application. Pour la fonctionnalité de l'application, je ne vois pas l'intérêt à ce que, pour m'éclairer, est-ce que mon appli a besoin de savoir où je suis géolocalisé ou qui sont mes amis, c'est pas du tout. Est-ce qu'on pourrait voir se développer des applications dont il y en a quelques-unes, même si elles ne sont pas si connues que ça, dont un argument de vente, on le voit dans les automobiles, certains constructeurs, on ne les nommera pas, mais on fait leur marketing au cours des dernières années en disant « Nous, on fait les autos les mieux construites et elles vont vous protéger en cas d'accident ». Est-ce qu'on pourrait voir se développer de plus en plus un marché où on va vendre la sécurité comme un argument de vente en disant cette application-là, peut-être que vous allez la payer 3-4 $ de plus, mais vous avez une sécurité qui est robuste? Moi, ce serait, j'espère que ça va arriver. Donc souvent, si je reprends, alors au lieu de prendre l'exemple du changement climatique, on peut prendre l'exemple des lessives. Il y a 20 ans, les gens voulaient une lessive qui coûte pas cher et qui lave bien leurs vêtements. Maintenant, des gens sont prêts à payer un peu plus si la lessive écologiquement vous garantit que les produits qui sont dedans sont respectueux de l'environnement. Donc ce qu'on peut espérer, c'est que ça devienne un démarqueur commercial important entre deux services, deux compagnies qui me fournissent le même service. Peut-être que je suis prêt à payer un peu plus pour le service de la deuxième compagnie parce qu'elle m'offre des garanties plus fortes en termes de sécurité et en termes de vie privée. Oui, Benoît, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? C'est un argument très intéressant, mais il manque par contre un élément central pour pouvoir transférer cette pratique-là de l'automobile vers la sécurité informatique, c'est que ces campagnes de marketing de marques comme Volvo et autres, pour ne pas les nommer, elles s'appuient sur des scores, notamment à des tests de collision, qui ont été élaborés par des autorités indépendantes, et notamment gouvernementales. Donc quand vous achetez une voiture comme ces voitures qui ont une réputation de survivre à tout en cas d'accident, c'est parce qu'elles se prévalent d'un score maximal de 5 étoiles ou 6 étoiles à des tests de collision qui sont réalisés dans des conditions similaires pour toutes les marques et qui font l'objet d'un consensus. Et donc, il y a quand même des autorités indépendantes qui peuvent mesurer une sécurité objective, ce qui n'existe pas dans le domaine de la cybersécurité. On n'a pas de chiffres,
on n'a pas de moyen de mesurer, de se mettre d'accord, tous les trois autour de la table. C'est quoi le chiffre ou les outils de mesure qui nous permettraient de déterminer que telle application est plus sécuritaire qu'une autre. Et ça, c'est ce qui nous reste à faire encore. Et évidemment, il y a plein de gens qui en sont conscients, qui y travaillent, mais on a beaucoup de rattrapage à faire parce qu'on n'a même pas la chose élémentaire dont on aurait besoin. C'est des façons de mesurer qu'est-ce qui est sécure et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais quand même, il existe des manières de savoir, par exemple, qu'il y a certaines applications qui offrent du chiffrement de bout en bout, d'autres qui ne l'offrent pas. Il y a quand même certains barèmes à partir desquels on peut dire, ben ça, un tiers va avoir beaucoup plus de la difficulté à lire tes informations qu'un autre, non? Pas dans la réalité, parce que dans la réalité, pour pouvoir l'établir avec certitude, il faudrait qu'on puisse voir quelle est la capacité de résister aux attaques qui sont dominantes dans l'écosystème criminel à un moment donné. Ouais. C'est-à-dire dans quelle mesure vous avez de très bons chiffrements, mais est-ce que finalement c'est ça qui va vous protéger ou c'est une autre technologie bien moins fancy, bien moins à la mode, mais qui, elle, va vous protéger contre 75% des attaques qui ont été répertoriées au cours d'une période de référence et qui, oui, va vous permettre d'être certain que vous êtes beaucoup plus en sécurité que quelqu'un qui n'a pas installé cette application-là. Est-ce que c'est une utopie de penser qu'on puisse avoir se créer un système, un barème qui permette de noter ça? Ou parce que vous avez l'air à dire que c'est très difficile. Non, au contraire. Je pense que, par exemple, le travail que fait Mourad Debabi va dans cette direction-là de quantifier, de mesurer à l'échelle de tout un pays, de plusieurs technologies, pour pouvoir justement disposer de ces statistiques qui aident à la prise de décision. Mais je vais peut-être le laisser s'exprimer là-dessus. Oui, justement, Mourad, allez-y, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus? C'est sûr qu'il y a beaucoup à faire sur l'aspect métrique de sécurité. Cela étant dit, il y a beaucoup de recherches qui sont déjà établies et certaines de ces recherches sont déjà déployées et utilisées. Si vous prenez par exemple ce que font les compagnies, en général, ils collectent de l'information de leur organisation ou ils en reçoivent de l'extérieur, ils les analysent, ils extraient de l'information, ensuite ils la quantifient en des mesures à des fins de calcul de risque pour des exécutifs qui vont prendre des décisions. Donc l'aspect métrique de sécurité, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui reste à faire, mais il y a beaucoup qui a été fait dans ce domaine-là depuis quelques années. Aussi, pour connaître si une application est meilleure que d'autres d'un point de vue sécurité, c'est un domaine de recherche qui est très, très actif. Il y a beaucoup de contributions dans ce domaine-là. Par exemple, dans la téléphonie mobile, si on prend toutes les conférences de sécurité majeures, on trouve chaque année une multitude d'articles scientifiques qui expliquent des techniques efficaces pour dire que telle application elle est plus sécuritaire que l'autre ou elle contient des failles de sécurité ou pas. Je dirais le problème qu'on a, c'est que actuellement, il n'y a rien qui oblige un fournisseur de services ou une compagnie qui reçoit les informations d'usagers, informations qui relèvent de l'ordre du privé, il n'y a rien qui les oblige de protéger ces informations-là. Et je pense qu'il y a un vide législatif. Il faut légiférer pour obliger les fournisseurs de services ou les gens qui reçoivent de l'information des citoyens ou de l'information qui est personnellement identifiable, donc qui les oblige à protéger cette information. Les scandales ou les attaques ou les violations de données ou les données qui sont divulguées par des attaques, chaque jour on entend parler de cela, c'est parce que ces compagnies-là essayent d'être compétitives sur le marché, ils sont motivés par le gain, par le profit, ils ne prennent pas le temps de sécuriser les services qu'ils offrent aux citoyens. Un autre exemple, il y a plein d'applications sur les téléphones qu'on télécharge, qui nous demandent plein de choses, et les gens donnent leurs informations privées, parfois en sachant cela, parfois en ne le sachant pas. Mais la question que je pose, pourquoi il n'y a personne, il n'y a aucune organisation qui leur interdit de faire ce genre de choses? Pourquoi ils veulent ces informations-là? Pourquoi c'est permis? Donc il y a un vide qui est juridique. D'un autre côté, donc moi je suis pour la confidentialité de la vie privée, mais je dirais aussi qu'il va falloir qu'on accepte à évoluer par rapport à cela. Si on veut protéger les gens, si on veut vraiment qu'il y ait peut-être une action gouvernementale ou des agences de sécurité qui protègent la population, il faut accepter parfois aussi que l'on cède une partie de notre vie privée. Je donne un exemple. Si quelqu'un se fait harceler et il ne se plaint pas et on ne le sait pas, le gouvernement ne le sait pas, ou les forces de sécurité ne le savent pas, on ne peut pas le protéger. Actuellement, par exemple, il y a plein d'institutions qui se font attaquer, mais ils ne divulguent pas ces attaques-là par crainte d'impact
de perception que cette société, par exemple, peut avoir un impact financier. Sauf qu'il y a des endroits dans le monde qui exigent, lorsque ces choses-là arrivent, que les compagnies révèlent ces attaques-là. Je pense à la Californie, par exemple. Si une compagnie est victime de ce type d'attaque-là, elle doit le révéler. Ce n'est pas le cas ici. Donc, on se retrouve dans une espèce de flou qui quand même sert ces compagnies-là. Il va falloir légiférer par rapport à ça. Et je pense que ça s'en vient au Canada, où les compagnies qui sont victimes doivent divulguer de l'information sur les attaques. Ah oui, ça s'en vient, ça. Je pense que ça s'en vient. Ça, c'est d'une part. D'autre part, comme j'ai dit tout à l'heure, il va falloir analyser de l'information qui ne relève pas souvent de la confidentialité de la vie privée. Mais les gens qui détiennent cette information-là, qui n'est pas vraiment très sensible, ne la partagent pas avec des gens qui peuvent l'utiliser pour sortir du renseignement qui pourrait servir à des fins d'attribution d'attaque. Ils ne la partagent pas par crainte de perception du public qu'on est en train de sacrifier la vie privée. Donc c'est pour ça que je dis, en tant que société, on doit évoluer et accepter un certain compromis, je dirais, entre la confidentialité de la vie privée et la sécurité. Donc, encadrer, faire une législation qui encadre, mais qui permet, jusqu'à une certaine mesure, de partage d'informations non sensibles à des fins de générer du renseignement qui pourrait être utile aux forces de sécurité, qui pourrait être utile aux compagnies pour se protéger, etc. Ça, c'est pour les compagnies, mais est-ce que pour les individus, on pourrait trouver des meilleures manières aussi d'intégrer dans les applications qu'on télécharge, de dire finalement à l'internaute, au consommateur qui a ces applications-là, d'être plus clair en fait sur le type d'informations qu'on laisse à la portée donc, de tiers? Est-ce qu'on pourrait développer davantage cette littératie de la sécurité-là en l'encadrant par des lois davantage? Non? Ça ne se fera pas? Parce que l'information a une telle valeur aujourd'hui que bien peu de concepteurs de ces applications-là vont accepter d'être trop contraints, parce que l'information, c'est le nouveau pétrole, c'est la nouvelle... Alors, oui, mais si on décide, en tant qu'internaute, que moi, je vais payer plus cher, parce que ça existe des services, par exemple, de messagerie qui sont davantage chiffrés. Ça existe des applications qui permettent d'envoyer des textos qui sont chiffrés. Il y a quand même ça à faire. Ça. Il y a un moyen de se soustraire à cette espèce de panoptique perpétuelle dans nos vies. Mais ça reste quand même marginal. Il y a eu quelques tentatives au début où Facebook est devenu ultra dominant, de créer, si vous vous en souvenez bien, ces réseaux sociaux qui étaient ouverts en code. Parler d'Hello, là. Oui, il y en a plusieurs qui ont tenté d'offrir une alternative, mais c'est juste que les gens ne les ont pas utilisés. Les gens voulaient Facebook et ils savaient tous très bien que leurs informations, ils étaient le produit et ils n'étaient pas le consommateur. Mais voilà, il y a un tel effet de masse, un tel effet de réseau que les gens vont massivement vers ces produits-là, même si certains d'entre nous sont plus sensibilisés, évitent, cherchent de limiter leur exposition et de limiter l'information qu'ils livrent. Mais la masse, il faut raisonner à l'échelle d'une société entière et de la majorité des utilisateurs dans cette société-là, je pense. Est-ce qu'on devient... oui, Sébastien, après, j'ai une question pour vous, Mourad. Moi, je ne partage pas tout à fait le même point de vue, dans le sens que pour tous les services... Mon but, c'est surtout pas que les gens aillent vivre dans une caverne en ermite, mais c'est de dire que pour tous les services personnalisés dont les gens bénéficient, alors peut-être que l'aspect social est un peu différent. Donc, si je prends l'exemple d'un service qui va me donner une information qui dépend de ma position, il existe des façons de repenser le service en changeant par exemple les briques de sécurité, les briques crypto, l'architecture, pour permettre justement d'avoir un meilleur contrôle sur ces données, tout en gardant l'utilité complète du service. Donc la recommandation que je vais avoir qui dépend de ma position va être exactement la même que j'aurais eue dans le service centralisé. Ça demande juste d'utiliser des outils qui sont pour l'instant plus ou moins matures. Donc du côté crypto, il y a pas mal d'outils qui ont beaucoup avancé au niveau maturité, qui pourraient être utilisés. La question après sur laquelle on revient, c'est toujours est-ce que il y a suffisamment de gens qui seraient prêts à payer pour ces services-là? Donc est-ce qu'il y a un côté des marqueurs commerciaux ou est-ce qu'il y a une législation qui force les entreprises à penser à utiliser ces technologies-là? Ouais. Mais en tout cas,
c'est juste une question d'imagination souvent et d'utilisation des recherches académiques, du passage vers l'industrie. Pour la plupart des services que vous utilisez, vous n'avez pas besoin de renoncer à les utiliser, il faut juste changer la manière dont le service fonctionne, repenser l'architecture, repenser les briques de sécurité, repenser la cryptographie, et vous aurez un service qui fournit exactement la même utilité, et tout en ayant un meilleur contrôle sur vos données personnelles. Donc, on est en train d'élaborer des nouvelles manières d'avoir une négociation qui est peut-être plus égale, ce que vous dites, entre une efficacité et une vie privée pour l'utilisateur. Ouais, ou même des cas où on arrive à avoir un gros niveau de vie privée sans rien sacrifier sur l'utilité. Après, il y a toujours une question qui est importante, je ne suis pas économiste, mais qui est effectivement, quel est le modèle d'affaires derrière? Donc, est-ce que les compagnies qui se servent des données personnelles comme étant le pétrole d'Internet sont prêts à ne pas collecter autant de données si un utilisateur est prêt à leur payer un abonnement, par exemple, chaque mois de $2 canadiens. Donc, quel serait le modèle d'affaires derrière? C'est effectivement une question importante à régler aussi. Je sais que ça vous intéresse. Oui, Benoît, puis après ça... Non, j'avais juste à rajouter que les sociétés dominantes sur les bourses mondiales, dans ce secteur économique, Facebook, Google, les GAFA de ce monde, ne sont pas des entreprises qui sont reconnues comme étant parcimonieuses en termes de consommation de données personnelles. Et pourtant, ce n'est pas la technologie qui leur manque. Donc clairement, il y a quand même un dysfonctionnement du marché qui fait que les motivations, les incitatifs sont très mal alignés pour la vie privée et ils sont plutôt alignés pour une extraction maximale de nos données personnelles à des fins capitalistiques quand même. Ouais. Il y a des manières, par exemple, de naviguer de manière vraiment beaucoup plus sécuritaire, si ce n'est que presque invisible. On pense par exemple à des réseaux comme Tor, quand on va par exemple sur le dark ou le deep web. Est-ce que ça va se généraliser? Pour le moment, ce type d'application-là, par exemple, le navigateur Tor est pas si généralisé que ça. Est-ce qu'on pourrait penser que ce type de technologie-là puisse aller davantage dans le grand public dans un avenir proche? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Oui, Mourad? Les gens qui offrent ce genre de service ou ce genre d'infrastructure, soi-disant pour que les gens aient une vie privée, plus de vie privée. Parfois, on ne sait pas qui est derrière aussi. On ne sait pas quels sont les nœuds de cette infrastructure. Peut-être que c'est des gens aussi qui sont en train de collecter de l'information. Un des problèmes que nous avons actuellement avec cette industrie-là, c'est que n'importe qui peut se connecter, créer des nœuds où il va récolter de l'information. Et il y en a beaucoup de compagnies, pas nécessairement des grandes compagnies, ce n'est pas les grosses compagnies auxquelles on pense. Celles-là, elles récoltent certainement énormément d'informations, mais il y a aussi des petites compagnies qui ont des applications petites là, pour des téléphones, etc., qui récoltent énormément d'informations. On ne sait pas qu'est-ce qu'elles font avec, on ne sait pas à quelle fin elles font ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a un vide juridique. Il va falloir réguler ce marché-là. Il va falloir aussi l'encadrer de très très près pour qu'il n'y ait pas d'abus à cet égard. Ouais. J'aimerais que vous nous parliez, et on nommera personne, mais j'ai fait une entrevue l'automne dernier avec la chef du Parti pirate islandais, Birgitta Jónsdóttir, qui pendant un temps était pressentie même pour, avec son parti, prendre le pouvoir littéralement en Islande. Quelqu'un qui comprend énormément tous les enjeux numériques, la question de la cryptographie, la question de la vie privée, la question du rapport justement aux compagnies. Ça, ici au Canada, j'ai un peu l'impression que cette littératie numérique chez nos politiciens, on ne parlera pas de la population, on va parler des gens qui supposément sont en mesure de prendre des décisions éclairées. Moi, j'écoutais Birgitta qui me parlait et j'essayais de me visualiser qui pourrait me tenir ce discours-là ici au Québec, dans la classe politique, et je ne voyais pas grand monde. Est-ce qu'on doit pousser pour que notre classe politique développe cette littératie-là? Je vais y aller avec une question gentille. Personne ne peut être contre la vertu, donc évidemment qu'on doit pousser. Mais je ne pense pas que le Canada soit pire que d'autres pays avancés. Je pense que c'est plutôt l'Islande, ou peut-être même la Hollande, l'Allemagne dans une certaine mesure, qui sont plus en avance que nous, parce que ces partis pirates, justement, ont mis à l'agenda
ces questions-là et ont forcé les autres partis à se positionner parce qu'ils ont vu qu'ils perdaient des voix, ils ont vu que le débat avait bougé et donc ils avaient eu l'obligation de se mettre à la page et d'essayer d'offrir une alternative. Mais c'est certain qu'au Canada, au Québec, dans d'autres pays, c'est assez frappant de voir le décalage qui existe entre une classe politique d'une certaine tranche d'âge qu'on ne nommera pas, mais sans faire d'agisme là, Des gens qui ont de la misère à utiliser Word. Là. Qui n'ont probablement pas d'ordinateur personnel parce que c'est quelqu'un qui s'en occupe pour eux, de répondre aux emails et autres, et une majorité de la population qui baigne constamment dans ces flux technologiques et qui est confrontée à ces avantages, à ces inconvénients, et qui attend justement, comme l'a dit Mourad et l'a dit Sébastien aussi, à ce qu'il y ait des décisions, à ce qu'il y ait des politiques, à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises, à ce qu'on investisse, à ce qu'on décide politiquement ce qu'on fait avec cette technologie qui constitue notre quotidien et qui est omniprésente. Quand on regarde d'autres domaines de la société, on pense par exemple à l'environnement, les causes sociales, les relais entre justement les gens qui sont là-dedans et les partis politiques, les partis qui sont au pouvoir, ils existent. C'est-à-dire qu'on on a des gens qui ont une littératie environnementale, on a des gens qui ont une littératie sociale. J'ai l'impression que le décalage qui existe actuellement entre la classe politique et ce qui se fait, j'ai parlé beaucoup ces derniers temps justement aux gens en cybersécurité à cause de cette série Hackers qu'on a fait sur Explora. Je me rendais compte d'un gouffre, mais qui était phénoménal. Là. Vous avez un sacré travail là, comme professeur, comme gens qui êtes là-dedans, pour ne serait-ce que rendre ces gens-là conscients de cet enjeu majeur-là. Oui, Mourad? Je pense qu'il y a une bonne prise de conscience des problèmes de la cybersécurité au niveau politique, je dirais. Je pense qu'il y a une bonne compréhension. Et ça, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça s'est traduit par quelques actions qui sont bien posées, qui sont pertinentes et qui ont eu un effet positif. Je peux citer en 2013, juillet, la mise en place de la loi C-28 sur les problèmes de pourriel, par exemple. C'est une loi qui a eu un impact très positif. Moi, du jour au lendemain, je vois moins de pourriels qui atterrissent dans ma boîte aux lettres. Parce que les gens maintenant savent que s'ils envoient du spam partout au Canada, ils sont au Canada, ils peuvent être poursuivis. Il y a des amendes qui sont très, très élevées. Donc, ça a eu un effet très, très, très positif. Mais je dirais, pour ajouter à cela, qu'il y a deux manières de réaliser l'importance d'un sujet comme la cybersécurité. Il y a l'intelligence. Donc, on peut, par notre intelligence, réaliser que c'est un problème grave qui menace la société, mais il y a aussi par l'expérience. Quand on passe par des événements comme celui de l'Ukraine, je pense que ce genre d'événement, malheureusement, ça va sensibiliser et ça va ramener les politiques à prendre les bonnes décisions. Surtout que maintenant, la sécurité, ce n'est pas juste un problème informatique. Parce qu'aujourd'hui, on parle de voitures intelligentes. Il y a des voitures intelligentes aujourd'hui sur le marché. On parle de bâtiments intelligents. Moi, je travaille dans un bâtiment où quand je suis pas là, le chauffage il est éteint, la lumière elle est éteinte, quand je rentre tout se déclenche, etc. Donc, on parle de bâtiments intelligents, on parle de villes intelligentes, on parle de réseaux électriques intelligents. Donc, l'intelligence, elle est partout dans les systèmes physiques traditionnels. Et cette intelligence, en fait, elle vient de l'interconnexion de tout ce qui est physique avec des réseaux informatiques et avec aussi de serveurs, avec d'applications, etc., qui offrent un certain nombre de services. Le problème là, c'est que les attaques qui sont initiées par la partie qui reflète l'intelligence, c'est-à-dire du côté informatique, peut avoir un effet dévastateur au côté physique. Vous avez parlé tout à l'heure d'un blackout. Ça peut être un problème, une explosion dans une station nucléaire. Je parlais avec un pirate qui me disait, c'est un pirate, là, on les appelle les white hats, là, et il me disait, il y a des affaires qui pourraient être très, très simples pour créer beaucoup de chaos dans des dossiers médicaux informatisés. Tu changes les groupes sanguins. Non, mais imagine le bordel dans un hôpital. C'est pas grand-chose, là. Tu changes une lettre. Les conséquences, là, on a donc des systèmes qui sont de plus en plus sensibles. Sébastien, je ne vous laisserai pas vous prononcer sur la classe politique.
Comment on fait, vous l'avez noté, mais Mourad, vous disiez, oui, on est conscient, on veut développer la ville intelligente, de nouvelles technologies, mais là, quand on parle, c'est bien beau la ville intelligente, les autos connectées, on investit massivement dans toutes ces belles choses-là. S'il y a une faille de connexion, moi, si mon auto n'a pas de volant, dans 10 ans, ça peut aller assez mal, assez rapidement. Comment on fait pour sensibiliser davantage la classe politique à cet aspect-là? On s'en va vers une économie qui est dématérialisée. Gilles Brassard, d'ailleurs, on va parler de cryptographie bientôt. Un grand cryptographe me disait qu'on s'en va vers des guerres qui seront essentiellement mathématiques. Les guerres du futur seront des guerres de code. On n'est pas si conscientisé que ça dans la classe politique. Ce que je voulais dire parfois, c'est... Enfin, moi, je suis revenu au Canada il n'y a pas longtemps, mais même en France, même parfois quand il y a des organismes qui sont chargés de conseiller le gouvernement et qui ont des gens très compétents, le gouvernement ne veut pas écouter pour des raisons de choix politiques. Donc je peux prendre l'exemple en France où il y a un fichier qui s'appelle TESS qui va contenir toutes les données biométriques des citoyens. Donc c'est un fichier de transaction électronique sécurisé. Et malgré le fait que l'autorité de protection des données française ait dit que c'était une mauvaise idée de tout centraliser, malgré le fait que l'ANSSI, qui est l'agence gouvernementale en charge de conseiller les organismes gouvernementaux sur les choix de sécurité, ait dit que c'était une mauvaise idée d'aller dans cette direction-là, quand la volonté politique a décidé de faire un certain choix, parfois, effectivement, même si on a des gens très compétents pour conseiller, les politiciens ne veulent pas écouter pour différentes raisons. Ouais. Et les données biométriques, une carte de crédit, ça s'annule. Souvent, on va se faire rembourser quand on se fait frauder. Nos données biométriques, c'est assez difficile, en tout cas, aujourd'hui, de les remettre à zéro. Ça peut peut-être être ça, la frontière. Est-ce que le fait que là, la technologie arrive maintenant dans nos corps va nous forcer, par la force des choses, à développer davantage, justement, ces réflexes-là? Ce que vous semblez dire, c'est qu'en France, en tout cas, ce n'est pas le cas là, pour le moment. Tout ce que je veux dire, c'est que par rapport à la classe politique, c'est que même parfois, quand les politiciens ont accès à des experts qui sont dans des agences qui sont censées les conseiller, s'ils ont décidé de faire un certain choix politique, ils restent parfois sourds même aux avis des agences qui sont là pour les conseiller. Donc il y a effectivement un travail, je pense, à faire sur ces questions-là. Mais je suis sûr qu'au niveau du réchauffement climatique, on peut trouver aussi plein de pays où si le leader politique a décidé de ne pas écouter les avis des experts ou les agences en place dans le pays, ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de... Ou carrément penser que la Terre est plate, ça existe encore en 2017. Mais j'aimerais qu'on continue à discuter de cette question-là du chiffrement, parce que, bon, là, on parle justement de chiffrement tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire, bon, de la factorisation, ça marche relativement bien quand c'est bien mis en pratique. Et là, j'ai parlé de Gilles Brassard, je vais revenir là-dessus parce que, bon, c'est un grand spécialiste de la cryptographie, notamment de la cryptographie quantique. Il me disait cette chose... Il a très peur du développement des ordinateurs quantiques qui ont une puissance de calcul qui est phénoménale quand on compare aux ordinateurs classiques. Une puissance de calcul qui pourrait permettre éventuellement, mettons qu'on a un ordinateur quantique qui fonctionne très bien demain matin, bien là, c'en est fini de tous nos mots de passe, la manière dont on crée du chiffrement aujourd'hui. L'ordinateur quantique passe là-dedans et c'est merci, bonsoir, il n'y en a plus de sécurité informatique. Est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Est-ce que vous êtes aussi apeuré que Gilles Brassard? En tout cas, Gilles Brassard, l'année passée, il n'était pas très jojo, il n'était pas très optimiste. Je pense qu'il faut prendre en compte les avancées technologiques et effectivement, alors c'est pas toute la crypto qui tombe à l'eau, c'est le fait qu'il y ait certains mécanismes de chiffrement comme RSA qui sont utilisés dans beaucoup d'applications qui seraient brisés par un algorithme qui fonctionnerait sur cet ordinateur très rapidement, beaucoup plus rapidement que les meilleurs algorithmes classiques qu'on a. Donc je pense que c'est un sain réflexe de se poser la question qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de... Donc plutôt que d'avoir un système dont on sait que quand l'ordinateur quantique sera là, il sera brisé, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de changer les mécanismes de chiffrement. Donc il y a des mécanismes de chiffrement que des gens développent qui sont post-quantiques, donc où la réflexion se fait... Wow. Post-quantique. Donc l'idée, c'est si l'ordinateur quantique... Vous parlerez de ça dans votre souper tout à l'heure, vous allez voir, ça fait un effet bœuf. Donc il y a des gens qui travaillent sur réfléchir à quels pourraient être les mécanismes de chiffrement qui ne seraient pas brisés si l'ordinateur quantique était là. Et donc un sain réflexe, ça serait de commencer à les déployer petit à petit, de telle manière à ce que le jour où l'ordinateur quantique soit là, effectivement, tout ne tombe pas à l'eau et qu'on ait déjà fait la transition. Donc le mauvais réflexe, je pense, ça serait de dire on va attendre que l'ordinateur quantique soit là.
Et puis ce jour-là, on va tout changer, mais si on fait ça, ça va être un bordel monstre, je pense. Mais ça existe déjà, hein, si je ne m'abuse. Il y a déjà des routeurs qui fonctionnent sous cette technologie-là. On est en train d'élaborer des prototypes, non? Alors en crypto quantique, il y a 2 aspects. Est-ce que vous voulez utiliser l'ordinateur quantique pour briser les codes classiques, ou est-ce qu'on se dit qu'on veut passer à une infrastructure quantique qui va, elle, permettre de résoudre certains problèmes de sécurité, comme la distribution de clés? Donc il y a des gens qui travaillent dans les 2 sens. Être capable d'avoir un ordinateur quantique, pas que pour casser des codes, mais aussi pour d'autres applications. Et aussi des gens qui travaillent à essayer de remplacer la crypto classique par la crypto quantique pour certaines tâches en sécurité, donc par exemple la génération de clés ou de secrets entre 2 participants. J'aimerais vous entendre là-dessus sur la question de la cryptographie. Là, on parle de la cryptographie classique, nos fameux WPA, WPA2 qu'on utilise tous ou presque. Qu'est-ce qui se fait actuellement en recherche dans le domaine qui nous permettrait d'espérer qu'on puisse avoir encore une sécurité informatique digne de ce nom? En cryptographie? Oui. En cryptographie, le problème, c'est qu'on ne le sait pas, parce que les meilleurs cryptographes travaillent tous pour des agences gouvernementales et sont enfermés dans des bunkers. Donc, il faut avoir peur. Mais il ne faut pas avoir peur, mais il faut être préparé. Et on en revient toujours à cette dimension politique. Ce que disait Sébastien, c'est que la question est de savoir combien de temps veut-on protéger nos secrets. Le jour où la cryptographie quantique va arriver, est-ce que ça sera dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que vous avez des secrets que vous voulez conserver pendant 20 ans? Si c'est le cas, et je pense qu'il y a des collègues de Waterloo qui ont estimé qu'il y a 1 chance sur 7 que d'ici 20 ans, on ait des ordinateurs quantiques capables de casser toutes les clés imaginables que nous utilisons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait 20 ans en amont pour protéger ces secrets-là avec des technologies qui, même si elles ne sont pas quantiques, vont résister à ces attaques quantiques? Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui pour élaborer ces technologies-là. Mais c'est le pari de la NSA avec leur fameux centre de données. C'est-à-dire que pour le moment, on a l'impression que c'était un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y a des spécialistes en sécurité qui leur disent, de nombreux d'ailleurs, vous en prenez bien trop, vous allez noyer le poisson et les vraies informations sensibles, vous allez avoir de la misère à les trouver. Leur pari, c'est un peu ça. C'est de garder les données pour plus tard. C'est parce que le pari de la NSA, c'est de tout collecter pour que quand ils auront un ordinateur quantique, il restera dans tout ce qu'ils ont collecté des secrets qu'ils voudront connaître et qu'ils pourront décrypter très facilement, et ils auront tout à leur disposition à ce moment-là. Donc la question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les choses qu'on veut conserver confidentielles, même dans très longtemps. Et ces choses-là, on doit les protéger d'une façon nouvelle. Mais ça implique que vos politiciens et tous les gens qui prennent des décisions doivent être capables de raisonner sur un futur de 20 ans, alors qu'ils ne sont même pas capables, pour bien d'entre eux, de raisonner dans un présent qui est déjà ultra technologique. Vous voyez un petit peu la dimension, au-delà de la dimension technique, il y a une dimension là aussi de prise de décision. Oui. Mon Dieu, il faisait beau, ça allait bien jusqu'à maintenant. Là, j'ai un petit peu plus peur de Mourad de Babi. Je voudrais vous entendre là-dessus. Est-ce que la manière dont on développe la cryptographie, il y a des raisons d'espérer qu'on puisse conserver pas notre anonymat, mais notre sécurité longtemps? Il faut comprendre juste une chose, que la cryptographie, c'est une primitive. Donc, à elle seule, elle n'offre pas de sécurité. Si on prend, par exemple, on a des mécanismes d'encryption actuellement qui sont très très bien, qui marchent très très bien, mais quand on les implante, quand on part de l'idée ou du schéma d'encryption vers l'implantation, on peut faire des erreurs d'implantation. Et même actuellement, de temps en temps, on voit des failles qui sont publiées dans des implantations d'algorithmes de chiffrement. Donc, pour moi, la cryptographie, même si elle est parfaite, quand elle est mise dans un protocole, le protocole peut... it can leak the information. Il peut sortir de l'information. Donc, c'est une primitive qui ne garantit pas la sécurité. Elle garantit juste que l'information va être codée. Aujourd'hui, par exemple, je voyais un article où juste le LED là, dans votre ordinateur qui scintille là, on peut savoir plus ou moins qu'est-ce que vous faites sur l'ordinateur juste avec le scintillement avec le reflet de l'écran. Vous avez beau avoir une cryptographie parfaite, vous savez, il y a les side channel attacks, le bruit du clavier, le bruit que vous générez quand vous tapez les lettres, ça aussi,
ça laisse transparaître des secrets. Donc, ce que vous dites, c'est comme un piano, dans le fond. Le S n'a pas la même sonorité Exactement. que le W. Exactement. J'ai vu des gens Nous qui sommes font des tous recherches des à cet artistes, égard. mesdames et Oui, messieurs. oui. Donc, donc c'est ça. Donc, les manières détournées sont énormes, mais il faut vouloir. La cryptographie, c'est une brique de base essentielle dans l'arsenal de sécurité, mais à elle seule, elle ne garantit pas la sécurité. Il y a toujours la question du fruit le plus bas, hein, le fameux low-hanging fruit, qui fait en sorte que on va devenir plus attirant en tant que personne ou en tant que compagnie pour d'éventuels pirates. Est-ce que ça, c'est encore une métaphore qui tient la route? C'est-à-dire que on peut avoir très peur si quelqu'un veut vraiment entrer dans notre vie privée, s'il est déterminé, il va être capable. Si c'est une agence, évidemment, ça va être beaucoup plus facile. Est-ce qu'il y a une manière, disons, de pratiquer une hygiène numérique qui va faire en sorte qu'on ne sera pas ce fameux fruit, ce low-hanging fruit? On va faire partie, justement, des grappes plus haut dans l'arbre qui seront moins tentantes pour des pirates et ou des gens plus ou moins bien intentionnés. Est-ce qu'on peut avoir une sécurité à bon prix? Oui, Est-ce que c'est oui. facile, justement? Parce que là on vient de Oui. faire peur au monde Non, là, avec mais ces questions-là. Ça dépend qui vous attaque. Si c'est la NSA qui vous attaque, oubliez ça, là ça sert à rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a rien qui va vous protéger Bon, contre... on se roule en boule, puis on Oui, pleure. là, même OK. si votre ordinateur n'est pas connecté à Internet, ils vont trouver un moyen d'extraire À la l'information. limite, ils vont engager quelqu'un pour vous suivre ou pour vous tabasser, récupérer votre ordi. Enfin, je veux dire, si Heureusement- l'attaquant peut faire ça. Heureusement, il y a peu d'entre nous qui sont activement les cibles de la NSA. Par contre, la majorité d'entre nous sont des victimes potentielles de fraudeurs, de hackers qui veulent s'emparer de notre numéro de carte de crédit, de notre identifiant personnel pour des motivations de profit. Et ces délinquants sont des délinquants, ce ne sont pas des agences gouvernementales. Eux, ils sont comme tous les délinquants, comme tous les humains en fait. Ils n'aiment pas travailler trop fort, ils aiment bien être efficients, efficaces, c'est-à-dire avoir le maximum de coûts-bénéfices, le meilleur ratio de coûts-bénéfices possible. Et donc si vous adoptez des pratiques élémentaires, oui, vous allez finalement bien moins vous exposer au risque de vous faire voler ces informations-là. Donc c'est facile de faire peur pour nous parce qu'évidemment, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de risques, mais en même temps, je pense qu'il faut que les gens ne soient pas non plus désespérés ou pessimistes parce qu'avec un nombre relativement restreint de bonnes pratiques d'hygiène numérique, on peut très bien, certainement, se protéger et dormir l'âme en paix en pensant qu'on a très peu de chances de se faire pirater. Oui, Mourad? Je pense qu'il y a toujours des risques avec le progrès qui sont associés au progrès. Quand la voiture a été inventée, c'est dangereux de conduire une voiture. On peut faire un accident. Quand on prend un avion, il y a toujours des risques que l'avion s'écrase, etc. Mais en réalité, les gens savent que ces services sont jusqu'à un certain degré très sécuritaires et donc ils adoptent le progrès ou la technologie. Donc c'est vrai que actuellement, si quelqu'un est déterminé à avoir accès à nos données, je pense que c'est une question de temps et de coût. Donc on peut arriver à cette information-là. Donc on peut avoir une défense qui est très très articulée, très très bien pensée, etc. Mais ça va rendre la chose difficile, mais de manière ultime, comme disait Benoît, si c'est des gens qui veulent vraiment accéder à cette information, ultimement, ils vont y accéder. Cela étant dit que la plupart des gens utilisent l'informatique, la plupart des gens achètent des choses intelligentes, des téléphones, etc. Et ça ne nous empêche pas de profiter des services associés, mais effectivement, il y a un risque. Oui, Sébastien? Sinon, pour parler de la création de cibles aussi, mais plutôt pour revenir aux entreprises, le réflexe, donc c'est toujours dans l'esprit de collecter le maximum de données. Le problème de se poser dans ce réflexe-là, c'est qu'on crée des cibles. Si je suis une entreprise qui commence à avoir des millions d'utilisateurs, le fait que j'ai collecté toutes les données que je pouvais sur ce site d'utilisateur fait que si je deviens une cible intéressante et donc si je suis attaqué, il y a des grosses masses de données qui vont fuiter. Donc il y a des réflexes ou des changements, je pense, de mentalité à essayer de développer aussi au niveau des compagnies, de dire, OK, vous fournissez un service, quelles sont vraiment les données dont vous avez besoin de vos utilisateurs pour ce service-là, et collecter seulement ces données-là de telle manière que si un jour vous êtes victime d'une fuite de données, ce n'est pas tout des données anodines que vous n'utilisiez pas qui font fuiter, c'est vraiment juste
ce qui était essentiel pour vous. Donc la quantité d'informations qui va fuiter sera moindre et donc l'impact sur tous vos clients sera moindre. Donc si un jour on arrive par exemple à une législation qui fait payer les entreprises qui ont mal sécurisé pour leur fuite de données, je peux imaginer que le juge pourrait être sensible à l'argument: est-ce que vous avez vraiment collecté les données qui étaient nécessaires pour le service que vous fournissez à votre client, ou est-ce que vous avez été très gourmand en vous disant je collecte le maximum de données, même si je ne sais pas quoi en faire, dans l'esprit de pouvoir un jour éventuellement faire de l'argent. Donc il pourrait y avoir des mentalités, même au niveau des compagnies, à devoir changer sur ces aspects-là. Donc dès qu'on collecte une grosse masse de données, on devient une cible intéressante pour les attaquants. Vous l'avez souligné, je voulais qu'on parle de cet aspect-là également. La question de l'espionnage industriel, on sait auparavant c'était beaucoup plus compliqué quand ça devait être fait de manière classique, quoique on pense aux espions de la guerre froide, les secrets atomiques dans les années 30-40. Il y avait des soviétiques même jusqu'à Los Alamos, en plein cœur du projet Manhattan. On est aujourd'hui avec des systèmes qui sont beaucoup plus faciles d'utilisation. Est-ce que cet espionnage industriel-là, électronique, nous coûte cher? Est-ce qu'on se fait dérober beaucoup d'informations sensibles? Est-ce que ça fait du mal à notre économie, ce type d'espionnage-là? Benoît? J'imagine que oui, mais dans la mesure où on n'a pas de statistiques, on ne peut pas y répondre avec certitude. Ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, il y a bien des entreprises et certains pays qui ont érigé ce système d'espionnage économique en système bien rodé, parce que leur propre développement économique en dépend, et ils estiment que leur stabilité politique dépend d'un très fort développement économique annuel, et donc tout est permis pour maintenir ce développement économique annuel. Je pense que vous aurez identifié de quel pays je parle, là. Ouais. Mais ils ne le font pas pour le plaisir de pirater les autres. Ils le font parce que pour eux, c'est une question ils estiment que c'est une question de survie économique pour eux. Et donc, ça fait partie des outils dans leur boîte à outils pour essayer de maintenir ce très fort taux de croissance économique. Alors, de là à prétendre qu'on perd des milliards de dollars au Canada par année, ça reste très difficile parce qu'on ne sait pas. Vous pouvez voler de la propriété intellectuelle, c'est pas pour ça que vous allez être capable de la valoriser, de l'exploiter. Il y a tout un contexte quand même d'innovation que vous ne pouvez pas reproduire bien que vous disposiez de l'information brute. Donc ça reste un domaine de recherche certainement très fertile pour les années à venir. Parce que oui, il y a des histoires d'horreur qui circulent sur Nortel, par exemple. Est-ce que Nortel a fait faillite parce que pendant 10 ans, ils ont été infiltrés par des hackers d'un certain pays ou d'une certaine entreprise qui leur a volé toute leur propriété intellectuelle et a fait en sorte qu'ils ne sont plus devenus compétitifs et qu'ils ont perdu trop de parts de marché. Quand vous allez dans certaines conférences de cybersécurité, c'est une histoire que vous entendez fréquemment. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que les dirigeants de Nortel étaient des incompétents notoires, comme cela a été identifié aussi dans certains procès? C'est difficile à évaluer. On n'a pas d'évaluation qui soit objective de quelle a été la raison réelle de la faillite de Nortel. Mais ça fait partie des explications qui sont souvent avancées. C'est des sujets qui sont très sensibles. Mourad, dans votre domaine, est-ce que la question de l'espionnage industriel, parce qu'évidemment, on ne va pas dire « je viens de perdre tout mon savoir sur tel objet, on sait qu'on l'a... pas perdre, on vient de se le faire voler. C'est un sujet qui est sensible, c'est dur à quantifier. Est-ce qu'on peut se dire qu'actuellement, quand même que c'est un domaine qui peut nous empêcher de se développer économiquement? Juste pour revenir sur l'ampleur de ce phénomène-là, il y a certains pays que je nommerai pas qui ont un arsenal cyber, à peu près 180 000 personnes à temps plein sur ça. Donc c'est 3 fois les forces canadiennes à peu près. Donc la question est, qu'est-ce qu'ils font chaque jour ces gens-là? C'est juste ça la question. Donc c'est sûr qu'ils sont en ligne en train de collecter de l'information. Ça peut être une information d'informations sensibles gouvernementales, de l'information qui sont des secrets industriels, vol de propriété intellectuelle, etc. 180 000 personnes à temps plein. Donc ça donne une idée donc de l'ampleur du phénomène. Et je dirais que le problème, c'est qu'il y a plein de nations développées qui se sont dotées d'armées et avec des capacités offensives dans le monde de cyber. Et je dirais que
certains vont justifier cela par une nécessité de sécurité nationale ou autre, mais je constate aussi qu'il y a un échec diplomatique. Parce qu'en principe, actuellement, là, il y a plein de pays qui s'attaquent mutuellement. Et ça dénote un échec qui est aussi au niveau diplomatique. Peut-être on aurait mieux fait de négocier, de trouver des terrains d'entente avec des mécanismes appropriés pour les respecter, etc. C'est comme une guerre classique. Là. On a vu plein de pays par le passé, récents, ils font une guerre pendant 20 ans, et à la fin, les différentes parties vont réaliser qu'il n'y a pas une autre solution que de s'asseoir, discuter, mettre en place une solution pacifique pour retrouver la paix pour tout le monde. Donc je dirais que j'espère qu'un jour... Et ça vaut aussi dans le domaine de la cybersécurité. Exactement, j'aimerais bien que ce genre de choses arrive dans un futur proche. Est-ce que les conventions sont bien adaptées à cette nouvelle réalité-là, Benoît Dupont? Les conventions sont assez, on pourrait dire, obsolètes, parce que la dernière, c'est la Convention internationale sur la cybercriminalité. Elle a été adoptée juste après les attentats de septembre 2001, justement dans l'urgence. Alors ça fait 16 ans. Au Canada, on l'a ratifiée seulement l'an dernier. Donc ça nous a pris 15 ans pour ratifier une convention que nous avions signée en 2001. Pourquoi ça? Parce qu'on a eu des changements de gouvernement. À chaque fois que ça se présentait au Parlement, ça a été au mauvais moment, parce que ce n'était pas forcément une priorité non plus, parce qu'on devait adapter notre législation interne pour pouvoir ratifier cette convention internationale. Qu'est-ce que ça donne, le fait d'avoir signé ça, par exemple? Ça nous... Comment répondre de façon polie? Ça nous insère dans un système international à minima qui nous permet de coopérer plus facilement. C'est-à-dire que ça harmonise certains éléments de notre droit interne et nous permet de mieux collaborer avec les autres pays, principalement européens, mais pas uniquement, qui ont signé cette convention-là. Mais on est encore, quand même, il reste encore beaucoup de... Il y a d'ailleurs des négociations qui sont en cours pour essayer de mettre à jour cette convention, parce que tous les pays reconnaissent que clairement c'est tout à fait insatisfaisant d'opérer encore dans un régime datant du début des années 2000, alors qu'on s'achemine vers un monde d'intelligence artificielle, un monde où la technologie devient un outil diplomatique et militaire prédominant. Mais si on se met dans la perspective d'un pays qui veut dominer un autre ou justement asseoir sa réputation, son pouvoir à l'international. Auparavant, bon, il y avait des manœuvres militaires, ça paraît, c'est dérangeant, on l'a vu avec la Crimée, c'est dur de se cacher quand on envahit un territoire. Là, on se retrouve avec des armes qui sont à toute fin pratique invisibles, sauf quand justement il y a un gros bug, il y a des réseaux électriques qui tombent. Est-ce qu'il n'y a pas justement un avantage aujourd'hui pour les États de privilégier ce type de guerre-là? Parce que, bonjour, c'est un méchant défi là, de savoir d'où proviennent ces attaques-là. Est-ce que justement ces conventions-là, c'est pas un peu... c'est pour la galerie, mais en sous-main, on s'attaque et on se vole allègrement, là. Parce que les États doivent faire les deux à la fois. Sur le plan diplomatique et militaire, ils s'attaquent constamment à des niveaux plus ou moins haute intensité. Mais sur le plan criminel, de la coopération internationale contre la cybercriminalité, ils ne peuvent faire autrement que de collaborer. Donc vous avez un centre de recherche qui a été ouvert, par exemple, par Interpol à Singapour. Et vous avez dans ce centre-là des policiers américains qui collaborent avec des policiers qui sont assis, ils ne collaborent pas peut-être, mais en tout cas ils sont assis à quelques mètres de policiers iraniens. Alors qu'en même temps, les services de renseignement et l'armée américaine attaquent l'armée iranienne qui, elle, réplique aussi par le biais de ses propres branches spécialisées dans la cyberguerre. Donc vous avez une situation dans laquelle les États collaborent tout en étant en compétition plus ou moins affichée, tout en étant dans une autre également configuration simultanée où des États comme les États-Unis, pour ne pas les nommer, développent des outils, des armes, mais le Canada en fait autant, ne soyons pas naïfs, développent des armes qu'ils utilisent dans le cas d'attaque comme dans le cas de Stuxnet, mais qui sont ensuite recyclées par des cybercriminels parce que le code, la puissance de ces armes est telle qu'elles sont d'une très grande utilité aussi pour commettre des cybercrimes. Et donc vous avez des États et des services de renseignement qui deviennent les laboratoires de recherche et de développement des groupes cybercriminels. Et donc ces États-là doivent à la fois défendre leurs citoyens, mais créer aussi des outils qui vont être retournés contre ses propres citoyens.
Donc on est quand même dans une situation qui ne manque pas de contradictions, de paradoxes, et dans lesquelles on va devoir apprendre à s'asseoir, à négocier, à signer des ententes. Donc les États-Unis et la Chine, par exemple, ont signé il y a 2 ans un pacte de non-agression pour les questions d'espionnage industriel. Et ils se sont dit, on va continuer à s'attaquer militairement, on va continuer à infiltrer nos systèmes militaires, mais on ne va pas utiliser, en tout cas ça c'est ce qui est soi-disant... Ouais. On a vu dans l'histoire, il y a des pactes de non-agression qui n'ont pas duré longtemps. Effectivement. Ouais. Mais ils ont au moins, ce qui est assez frappant, c'est qu'ils ont quand même fait cette avancée, essayé en tout cas d'obtenir cet accord à minima. L'Angleterre a fait la même chose avec la Chine. Le Canada a commencé des discussions dans ce sens-là, mais on ne sait pas exactement à quel stade on est arrivé. Mais vous voyez aussi que commencent à se mettre en place des alliances bilatérales entre certains pays qui se concèdent les uns les autres des régimes favorables, alors que d'autres sont laissés à l'écart et vont devenir donc des cibles potentiellement moins bien protégées. Mais ultimement, ce sont les citoyens et les entreprises de ces pays-là qui vont en pâtir, évidemment. C'est absolument fascinant. Il y aurait, s'il y a des scénaristes dans la salle, prenez des notes. Là, ce qu'on peut faire avec ça, c'est, en tout cas, ce qu'on peut tourner avec ça, c'est fascinant. J'aimerais peut-être qu'on change un peu. Et là, je vous demande un peu de sortir de votre zone de confort parce que je voudrais vous entendre sur une question qui relèverait peut-être davantage de l'invité qui peut pas être là ici, qui ne pouvait pas être là ici ce soir. On a vu dans la dernière campagne aux États-Unis cette bombe qui a été lâchée, à la fois par les services américains, mais où on a révélé que il y avait une collusion entre les services secrets russes et certaines personnes au sein de l'appareil de Donald Trump. Après ça, même, ça s'est rendu dans les sphères les plus élevées du pouvoir. Il y a une guerre, évidemment, médiatique que se livrent ces pays-là en disant, tu as infiltré tel candidat, tu as infiltré la boîte de courriel d'un autre, et là, on se sert de ça pour discréditer son adversaire. En tant que citoyen, on se sent un peu perdu parce qu'on se demande qui croire et comment on peut prouver, par exemple, qu'il y a eu des infiltrations qui viennent précisément de tel endroit. Vous, en tant qu'expert dans ce domaine-là, quand vous voyez des politiciens qui disent « ça vient de là », c'est lui qui a fait ça. On sait pertinemment que les attaques venaient de cet endroit-là. Est-ce que vous vous dites, oui, il y a moyen d'avoir une information fiable là-dessus? Mourad Debabi. Oui, moi j'ai fait pas mal de recherches dans le domaine de la criminalistique informatique. Il y a des techniques qu'on utilise, des techniques pour prélever la preuve, l'analyser, etc., et à des fins d'attribution. Donc, en général, quand il y a un crime informatique ou un crime technologique où on utilise une infrastructure cyber, il y a toujours des traces qui sont laissées. On passe par certains relais d'infrastructures. Il y a toujours moyen de collecter cette information, de l'analyser. Parfois, on a besoin d'aller vers d'autres fournisseurs d'accès, collecter davantage d'informations. Mais en général, le processus, il est lent, mais il y a de très fortes chances qu'on puisse réussir à avoir l'information pour attribuer l'incident. Donc, le jeu de miroir, de passer justement par des serveurs tiers et toutes les techniques de camouflage, il y a quand même moyen de percer ça et de bien connaître l'origine d'attaque. C'est ce que vous nous dites. Avec la collaboration, avec le temps, en étant persistant, etc., en général, il y a des chances qu'on attribue l'incident. Votre question. Oui, allez-y, votre nom et votre question. Mon nom, c'est Pierre-Yves. Je voulais savoir, c'est quoi, selon vous, l'avenir de l'authentification des personnes, que ce soit pour des services comme des courriels ou des plateformes web des banques? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont prédit la mort du mot de passe depuis 10-15 ans, mais je pense que le mot de passe va être là encore un bon moment. Donc souvent, à mon avis, ça va être une combinaison entre 2 facteurs d'authentification, entre ton mot de passe et puis d'autres choses qui se font. Donc, par exemple, l'envoi d'une information sur un appareil personnel. Ça, c'est assez robuste. Là. C'est quelque chose qui se fait déjà pas mal. Donc là, ça demanderait, si je veux pirater ton compte bancaire, de réussir à voler ton téléphone et en même temps d'avoir ton mot de passe. Donc je pense que ce système-là, à mon avis, va durer un moment. Alors après, il y a d'autres gens qui travaillent sur des systèmes d'authentification continue, par exemple, mais qui sont très intrusifs du point de vue vie privée, où en continu, on prend de l'information sur ton comportement avec ton téléphone.
Et si à un moment tu te fais voler ton téléphone, l'idée c'est que l'attaquant va pas se comporter de la même manière que toi, donc on pourrait détecter et donc bloquer le téléphone. Après, je pense qu'il faudrait à chaque fois réfléchir à quels sont les risques en termes de vie privée aussi. Donc à mon avis, je pense que le mot de passe combiné à un autre facteur d'authentification va rester au moins pendant quelques années. Donc peut-être qu'il y a d'autres avis du coup dans... Oui, il y a la crypto aussi, les certificats, etc. Il y a le biométrique, etc. Ça peut être aussi une combinaison de tout ça. Donc moi, je suis d'accord que le mot de passe va rester pour un certain nombre d'années. Oui. On a certaines applications justement qui demandent plus de sécurité, qui passent par une authentification avec la caméra, avec l'empreinte digitale. Est-ce que ça, on est vraiment dans quelque chose qui est plus robuste que le mot de passe? Oui? Tout est plus robuste que le mot de passe. C'est une belle phrase qu'on peut garder pour ramener à la maison. Oui, monsieur, ici, votre nom et votre question, s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs. Je suis Steve, un spécialiste en cybersécurité. J'aimerais vous entendre un peu sur l'orientation qu'a pris le service frontalier américain quant à l'analyse systématique et de demander à chacun des voyageurs d'ouvrir leurs appareils électroniques et de confier les mots de passe vers le compte de médias sociaux et un peu la philosophie, pourquoi ils demandent de faire ça. Qui veut se lancer? Il y a des gens qui regardent Benoît Dupont. Vous n'aurez pas le choix, Benoît. Non, mais je veux bien lancer la réflexion, mais la raison pour laquelle ils font ça, tout simplement, c'est pour gagner du temps, pour leur faciliter le travail, parce qu'ils font rouler... D'abord, quand vous arrivez à la frontière aux États-Unis, ils ont déjà passé vos noms à travers toutes les listes dont ils disposent, leur base de données. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est coupler encore plus de données qu'ils n'en ont déjà à leur propre base de données et aller chercher encore plus de renseignements. Donc, on vous demande votre compte Facebook, votre compte Twitter, votre compte LinkedIn, tout ce qu'on peut. C'est pas qu'ils l'ont pas, ils l'ont déjà, tout ça. Mais ils veulent juste que vous leur confirmiez qu'ils ont déjà tout ce qu'ils pensent avoir réussi à ramasser sur vous, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, pour les gens qui ont des scores de risque, parce qu'évidemment, la raison pour laquelle ils collectent tout, c'est pour attribuer à chaque passager un score de risque par rapport à certains types de menaces particulières. Ils veulent être capables ensuite d'aller fouiller beaucoup plus profondément dans certains profils, parce que les gens commencent quand même à protéger, à verrouiller. La sensibilisation, ça marche dans une certaine mesure. La cryptographie, les paramètres de protection de la vie privée, quand même, les gens les utilisent de plus en plus. Donc, ils veulent gagner du temps pour aller chercher ces informations-là de façon routinière et les déposer aussi dans les grands entrepôts de la NSA. Parce qu'évidemment, à travers les services frontaliers, il n'y a pas que les services frontaliers qui sont adossés à tout ça. C'est tout l'appareil sécuritaire américain qui va absorber un petit peu toutes ces données-là. Donc je ne sais pas si ça répond un petit peu à vos questions. Alors la réponse de savoir mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, c'est probablement une extension des comportements qu'on voit déjà être adoptés pour les gens qui ont des fonctions sensibles et qui voyagent dans certains pays comme la Chine ou la Russie. C'est que vous allez avoir des gens qui vont rentrer dans ces pays-là avec des machines qui sont clean, qui n'ont jamais été utilisées, des machines qui ne contiennent aucune information sensible, des comptes des médias sociaux qui vont être complètement nettoyés en amont pour les gens qui sont amenés à voyager vers ces pays-là et qui veulent dissimuler des informations particulières. Et ça inclut évidemment les terroristes, parce que les terroristes qui sont la cible toute désignée de ce type de politique-là, eux aussi, ils lisent les journaux comme nous tous les jours, et eux aussi, ils vont consulter les vidéos dans les conférences de cybersécurité et chercher à comprendre comment ils vont pouvoir améliorer leur sécurité opérationnelle. Donc eux aussi innovent, eux aussi ils ont un cerveau, et eux aussi ils vont commencer à adapter leurs pratiques. Donc en termes d'efficacité, si c'était peut-être un des éléments de votre question, je ne suis pas certain que ça protège énormément le territoire américain des personnes qui cherchent à commettre des actes terroristes, qui est, après tout, soi-disant, l'objectif principal qui est recherché par ces politiques-là. Merci, monsieur. Merci. Peut-être, Mourad, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus? Est-ce que c'est choquant? Non, parce que c'est une continuation dans la lignée de l'avidité et de la voracité en information. Les compagnies, les gouvernements récoltent pas mal d'informations
Et je pense que la motivation, c'est récolter de l'information, l'analyser, l'utiliser à des fins de sécurité ou peut-être à d'autres fins aussi. Est-ce que c'est préoccupant? Oui, c'est préoccupant. Et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. J'ai dit il va falloir mettre en place des lois, des législations qui interdisent ce genre de pratiques ou bien de les encadre de très très près. Et le problème, c'est que parfois, quand on franchit une frontière, on se fait prendre son téléphone ou sa machine, son laptop, c'est que parfois, on a de l'information, par exemple, en tant que chercheur, qu'on n'a pas le droit de divulguer. On a signé des ententes de confidentialité. Donc, si, par exemple, un gouvernement étranger prend mon information, il va l'archiver. Moi, je viens d'avoir un problème parce que je n'ai pas respecté cette entente de confidentialité. Je pense que c'est arrivé même à des citoyens américains qui travaillent pour des institutions. Il y avait de l'information qui était sensible sur leur laptop, mais ils ont pris leur machine et ils ont pris une copie des données, etc. Donc c'est vraiment très préoccupant. Peut-être la meilleure solution en voyageant, c'est de ne pas ramener d'informations, prendre une machine où il n'y a pas de l'information sensible ou confidentielle, tout simplement. Promenez-vous avec un ordinateur vide. Et en même temps, ce que j'allais ajouter, c'est que si vous vous présentez à la frontière américaine ou d'autres frontières avec un ordinateur vide, et en disant « mais j'ai pas de compte Facebook, j'ai pas de compte LinkedIn, j'ai pas de compte Instagram et Twitter », là, vous devenez encore plus suspect, parce qu'évidemment, on vous demande « mais qu'est-ce que vous avez à cacher ?» Oui, effectivement. Comment vous en sortir? Sébastien? Donc, je sais que c'était dans les discussions, j'espère que ça passera pas, parce que moi, ça me semble moi, si ça arrive, je passerai plus la frontière américaine, dans le sens où ça me semble totalement disproportionné de demander... C'est comme si on demandait à quelqu'un de donner accès à toute sa correspondance, toute sa vie numérique. Oui. Donc, j'espère qu'il y aura des pressions de groupes civils ou d'autres acteurs politiques, voire de pays étrangers, qui vont empêcher cette chose d'arriver, parce que ça me semble vraiment aller au-delà largement de ce qui se fait déjà. Donc, c'est comme si on demandait à quelqu'un: vous passez la frontière, donnez-nous toute votre vie numérique, juste pour qu'on vérifie que vous ne soyez pas un danger pour le pays. Donc c'est vraiment... Sauf qu'on vit dans un monde où George Bush Jr. a l'air de Robin Williams. Donc on est quand même... c'est un autre... on est dans une autre réalité. Puis il reste encore 4 ans. On va prendre une autre question. Oui, ici, madame. Oui, bonjour. Alors moi, je suis complètement néophyte. Je ne suis absolument pas une spécialiste. Je suis une simple utilisatrice du net. Et je vous ai souvent entendu parler de bonne hygiène de comportement, d'avoir un bon mot de passe. Comment ou bien où peut-on apprendre à avoir ces bons comportements? Il y a la sphère à Radio-Canada. Oui, je l'écoute déjà. Blague à part, oui, Benoît, comment on peut apprendre ça? Parce que c'est quand même pas évident, ça. Puis les gens, vous soulignez quelque chose de très juste, madame, c'est qu'on va donner beaucoup de responsabilités à l'utilisateur, souvent trop, et les gens sont un peu désemparés face à ça. Alors je vais faire un plug, un shameless plug. On a dans le réseau intégré sur la cybersécurité, donc tout le monde sur cette scène fait partie, donc il n'y aura pas de jaloux, mais créer un module de formation qui s'appelle Cybersec, CYBERSEC 101.ca, qui vous donne dans un langage accessible une dizaine de modules en ligne de formation à ce que sont justement les bonnes pratiques d'hygiène numérique, Cybersec 101.ca. Et qui va vous expliquer... Le C à la fin est très important. Oui, plutôt que le X, évidemment. Mais c'est comme ça qu'on ramasse de l'argent aussi. Des gens qui se trompent d'adresse, hein, on finance nos activités. Et donc, vous allez avoir un certain nombre de modules qui vont vous expliquer dans un langage tout à fait non technique quelles sont les quelques mesures, pas non plus une liste interminable, que vous allez pouvoir prendre pour justement faire en sorte d'être bien moins exposé au risque d'être victimisé. SEC 101.ca. C'est en anglais et en français. Cybersec 100. Cybersec, ça se dit mal en plus, hein? Cybersec 101, il faut faire le... faut détacher nos mots. Oui, madame, votre nom et votre question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, je m'appelle Emmanuel et ma question, en fait, qui est plutôt une remarque. Je me demande si la meilleure solution à la cybersécurité, cybercriminalité, ce serait pas tout simplement d'aller questionner la source, la prémisse.
et donc peut-être de penser la limitation du développement technologique et de ce qu'on appelle intelligent et smart, ce que je trouve pas du tout intelligent d'ailleurs, là, mais personnellement. Sachant aussi que ces technologies-là sont extrêmement polluantes, dépendent de métaux, etc., et qu'elles sont aliénantes à un certain point. Fait que j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Donc, dans le fond, vous dites qu'il faudrait remettre en question le développement de ces technologies-là. Est-ce que c'est possible de penser qu'il puisse y avoir un recul de cet envahissement technologique-là? Je sais que là, on sort un peu de votre domaine de spécialité, mais... on aurait eu besoin d'un philosophe spécialiste ou un historien du ludisme qui nous aurait expliqué justement qu'effectivement, c'est une réponse qui fait partie des options à notre disposition, de résister, d'essayer de créer des espaces de résistance. Mais je pense qu'ils sont, de façon très pragmatique, restreints à une minorité de la population qui va certainement considérer ça comme une option tout à fait raisonnable et réaliste. Mais je pense qu'on reste néanmoins dans des sociétés de masse dans lesquelles je crois qu'il est trop tard pour revenir en arrière, malheureusement, et revenir à des relations sociales qui sont un petit peu plus civilisées ou qui sont moins dépendantes de la technologie. Je ne sais pas si je peux juste répondre. Oui, allez-y. Ce ne serait pas la question de revenir en arrière, ce serait juste de limiter ce qui est actuellement, ce qui va arriver là, avec les technologies, les frigos, les cafetières connectées, là, par exemple. Mais je vous dirais que pour bien des usagers, limiter, c'est revenir en arrière. Parce que cette logique technologique est une logique dans laquelle vous êtes dans une course effrénée vers toujours plus de produits, des iPhone 7, 25, 30, 40. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Le temps est compressé, donc on ne peut pas arrêter. On doit avancer ou se débarquer. Enfin, je n'approuve pas. Hein. J'essaye d'expliquer quelle est la rationalité à l'œuvre derrière cette mais je pense qu'il serait important qu'on puisse conserver, à tout le moins, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des objets qui ne soient pas connectés. Oui. Moi, je le redis, la personne qui va me vendre une cafetière connectée n'est pas encore née. En tout cas, j'espère. mais c'est quand même laisser le choix au consommateur. Il y a des aspects de notre vie avec lesquels on ne peut pas faire en sorte de ne pas être connecté. Mais il faudrait quand même se ménager. Il y a une philosophe, d'ailleurs, qu'on a reçue à l'émission il y a quelque temps, qui disait qu'il faut se réapproprier sa vie hors ligne. Ça, quand même, peut-être que ce slow techno-là, on va le voir émerger à un moment donné. Là. Sébastien, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus? Pour les objets connectés, donc si je prends par exemple la télévision intelligente, il y avait un exemple de Samsung où vous parliez à votre télévision et puis elle reconnaissait... Sauf que le micro était toujours ouvert. Ouais, donc le problème là aussi, c'est que toutes les données étaient renvoyées au serveur de Samsung qui faisait une analyse. Une solution déjà beaucoup plus sécuritaire serait que le traitement se fasse localement sur l'appareil lui-même et que les données ne sortent pas. Ça déjà, ce serait une façon de limiter les risques en termes de sécurité et de vie privée. Donc il y a beaucoup d'objets connectés, je pense, où les données pourraient être analysées localement sans forcément demander à ce qu'elles sortent de la maison et qu'elle aille vers un serveur. Donc une fois que les données sont dans le serveur, on n'a plus vraiment d'idée de ce qui devient de ces données. Elles vont peut-être fuiter, peut-être que Samsung va vouloir les revendre, les monétiser. Oui, tout de même avoir la possibilité de faire en sorte que certains objets, en tout cas, ne soient pas connectés. Ça pourrait être intéressant. Encore là, on revient à la question de la réglementation. Et ça sera vraiment fondamental pour les années qui viendront. Oui, monsieur, votre nom et votre question, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Adrien. Pensez-vous que la philosophie du logiciel libre a un rôle à jouer, comme le fait de pouvoir s'approprier le code, le redistribuer ou le revendre? Par exemple, pour un système d'exploitation ou pour des applications, est-ce que ça a un rôle à jouer dans la protection de la vie privée et donc de la sécurité? Très bonne question. Oui, Mourad, est-ce que vous pouvez... Oui, je pense que c'est à double tranchant. D'un côté, en ayant le code qui est à source libre, donc on peut l'examiner, on peut voir s'il est sécurisé, on peut voir s'il y a des failles des brèches qu'il faut colmater, etc. Donc ça, c'est très positif à cet égard. D'un autre côté, si je suis un attaquant, c'est beaucoup plus facile d'attaquer
un programme dont j'ai le code qu'un programme dont je n'ai pas le code. Donc je vais tout de suite voir c'est quoi les vulnérabilités et peut-être je suis le premier à les voir et donc je vais pouvoir les exploiter. Mais en général, je pense que pour les gens qui s'activent dans le domaine de l'analyse sécuritaire de logiciels, un programme dont on a le code est beaucoup mieux qu'un programme où on n'a pas le code. On peut l'analyser mieux. Mais c'est sûr que la question de la littératie numérique, d'être plus au fait de la manière dont la programmation fonctionne, hein, tous les gens qui sont là-dedans le disent, c'est en général, ça aide. Oui, madame, votre question, votre nom et votre question, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Audrey et je suis une étudiante et comme tous les milléniaux, on utilise souvent Internet. Donc, quels sont vos conseils concrets pour être plus sécuritaire sur le net, sur les réseaux sociaux? Bon, d'abord, il n'y a pas que les milléniaux qui utilisent Internet, hein, je dois vous rassurer. Mais les conseils concrets, en général, il y en a 4 qu'on vous recommande d'adopter, cette fameuse bonne hygiène. Là, d'abord, mettre à jour votre système d'exploitation. Alors, à chaque fois que vous avez le message un petit peu fatigant de Apple ou de Microsoft qui vous dit « Ah tiens, j'ai une mise à jour pour toi, mais il faut que tu redémarres toute ta machine », c'est de prendre le temps de le faire le plus rapidement possible. Même chose pour toutes les applications. Donc, à chaque fois que vous avez l'opportunité de mettre à jour et d'automatiser, c'est l'idéal, hein, d'automatiser les mises à jour pour ne pas avoir à réfléchir. Évidemment, de choisir des mots de passe qui soient plus robustes, mais vous ne pouvez pas vous souvenir de tous les mots de passe. Des mots de passe, moi je pense que j'utilise un petit logiciel de gestion de mots de passe parce que j'en ai plus de 80 et j'ai une horrible mémoire, donc on ne peut pas appliquer cette recommandation d'avoir des mots de passe robustes et longs, avec des chiffres, des majuscules, des minuscules, si on ne met pas non plus en œuvre un système qui décharge un peu notre mémoire de ce fardeau-là. Et le 4e élément, c'est d'être pas suspicieux, mais un petit peu vigilant quand vous cliquez sur des liens pour télécharger des choses qui sont sur des sites ou qui correspondent à des services qui ne sont pas forcément essentiels ou qui n'ont pas une réputation connue. Donc si vous allez sur Facebook et que vous voyez tout un tas de choses très, très intéressantes à télécharger, mais que vous ne savez pas où ça vous mène, d'essayer de développer cette attitude un petit peu de vigilance, de suspicion, de doute, de scepticisme. Mais pourquoi je dois cliquer sur ce lien-là? Où est-ce que ça me renvoie? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il y a des risques qui sont associés à ça? Si vous êtes sur le site d'Amazon, si vous êtes sur le site de médias bien connus, en théorie, il n'y a pas de problème. Si vous êtes dans des zones un peu de non-droit, peut-être d'être un petit peu plus vigilant. Donc, des mots de passe robustes, d'essayer d'avoir une prise de décision avec discernement sur quoi vous cliquez et de mettre à jour vos applications et votre système d'exploitation. Si vous arrivez à faire ces 4 choses, vous allez réduire considérablement votre exposition au risque. Mais il y a peut-être d'autres choses que j'ai oubliées. Un antivirus, c'est très utile aussi. et aussi un bon fournisseur d'accès Internet parce que ils ne sont pas tous égaux d'un point de vue sécurité. Il y en a certains qui ont un arsenal qui leur permet de défendre leurs clients. Et donc, ça aussi, c'est un paramètre qui est très important. Mais malheureusement, on ne sait pas lesquels sont les meilleurs et lesquels sont les moins bons. Toi, tu le sais, mais nous ne le savons pas. Malheureusement, je ne peux pas citer des noms. Peut-être juste pour le phishing aussi, de ne pas cliquer, si vous avez l'impression qu'un mail vient d'une source, ne pas cliquer sur le lien qui est dedans. Plutôt aller taper vous-même l'adresse dans si vous pensez que c'est vraiment votre banque qui vous contacte, ne cliquez pas sur le lien qui est dans le mail, mais allez directement sur le site de votre banque en tapant l'adresse vous-même, par exemple. Mais j'aimerais même revenir, on fait une boutade, là, vous dites que vous connaissez des noms, mais vous ne les direz pas. On n'aurait pas de manière de noter ces gens-là, parce qu'ils sont quand même, c'est critique ce qu'ils font. Il y a certaines lois, justement, on voit que par défaut, on leur demande de partager des informations quand une telle agence en fait la demande. Ils sont vraiment au cœur de cette infrastructure-là. La grande question, d'ailleurs, Snowden, Assange la répète souvent, qui surveille les surveillants? Il faudrait qu'on puisse avoir un système pour que ces compagnies-là soient redevables. Il en va quand même de notre intimité de plus en plus.
Exactement, il y a un travail à faire de ce côté-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, les fournisseurs de services, pas juste les ISP, les fournisseurs d'accès Internet, mais tous les fournisseurs de services, il va falloir qu'il y ait une régulation, une évaluation de la sécurité. Nous, par exemple, on fait beaucoup de travail sur le cyberrenseignement. Oui. Donc, on voit certaines choses, on voit des tendances. On voit, par exemple, que tel fournisseur est beaucoup plus sécurisé qu'un autre. On voit qu'il y a plus de vulnérabilité d'un côté et pas d'autre, etc. Mais je pense que ça serait sain si une organisation est mandatée pour regarder et pour agir aux besoins. On va prendre 2 dernières questions. Monsieur ici et après madame. Bonjour, je m'appelle Simon. On parle de plus en plus ces temps-ci d'avoir une convention de Genève pour la cyberguerre, pour protéger les installations civiles ou les hôpitaux, etc. Est-ce que vous pensez qu'une telle convention pourrait être vraiment effective ou ce serait un véritable coup d'épée dans l'eau? Merci. Très bonne question. Benoît Dupont, je pense que c'est un peu dans votre domaine de spécialisation, ça, ces questions-là de régulation internationale. Oui, c'est une idée intéressante parce que ça veut dire qu'on commence enfin à prendre au sérieux le besoin, mais on en a parlé beaucoup ce soir, là, de réguler et d'utiliser des outils juridiques, des outils du droit international pour essayer de forcer, de contraindre les États à adhérer à un certain nombre de pratiques qui sont partagées par l'ensemble de la communauté internationale. Le problème, c'est qu'on devrait revoir aussi la façon dont on rédige, on signe et on fait appliquer ces conventions-là. Parce que dans le cas de la cyberguerre, ce ne sont plus seulement les États qui sont concernés, ce sont aussi les entreprises. Et par exemple, il y a Microsoft a un service de diplomatie internationale qui est certainement bien plus puissant que les 3/4 des pays sur la politique numérique. Donc Microsoft a des diplomates qu'il envoie dans les pays du monde entier pour essayer de faire avancer ces dossiers, pour essayer de mettre en place des bonnes pratiques numériques qui vont dans le sens de ses propres priorités. Donc on devrait avoir une convention de Genève ou des outils, en tout cas de coopération internationale, qui soient aussi capables d'intégrer cette dimension des très grandes entreprises qui jouent un rôle déterminant dans cette nouvelle réalité. Et c'est également un domaine dans lequel le coût d'une attaque est tellement minime, dérisoire, que ce sont des armes à la disposition de tout un chacun, y compris des groupes terroristes, y compris des groupes cybercriminels. Et donc, la question qui se pose est de savoir, mais comment on fait en sorte de couvrir ou d'intégrer de façon suffisamment inclusive tous ces acteurs-là qui sont extrêmement réfractaires ou qui ne sont pas d'habitude pris en compte par ce type d'instruments juridiques. Donc je pense que c'est un excellent développement, c'est très prometteur, ça veut dire qu'on prend au sérieux ces questions-là, on prend au sérieux les préjudices qui vont être subis. Il y a en ce moment, par exemple, de très grandes préoccupations sur l'infiltration des systèmes d'infrastructures critiques qui contrôlent des barrages, qui contrôlent des édifices très importants par des dizaines de pays qui ont déjà infiltré ces systèmes-là en prévision de conflits futurs entre des pays en paix qui déjà ont déployé ces capteurs-là, ces logiciels malveillants-là. Donc je pense que c'est très, très prometteur, mais on va devoir être très, très innovant, très créatif, si on veut réellement que ces instruments-là soient efficaces. Merci. Donc, une dernière question ici. Oui, Geneviève Lajeunesse, Crypto Québec. En fait, une observation puis une question, je vais me le permettre vu que je prends le derrière droit de parole. J'ai entendu une question que j'ai trouvée très intéressante par rapport à le fait d'avoir du code source ouvert ou pas, puis la sécurité que ça présupposait ou que ça présupposait pas. Mon observation est que je crois qu'on ne peut pas qualifier le système d'opération Windows de façon historique comme étant quelque chose qui est sécuritaire, et ça, c'est du code source fermé. Donc, je pense qu'on a des réflexions parfois par rapport à la cybersécurité qui sont très axées sur des systèmes d'administration, de haute performance, mais il faut penser aux gens ordinaires qui utilisent des systèmes ordinaires dans les petites et moyennes entreprises. Et de là, ma question, si vous aviez
une pratique qui est non anxiogène, pas stressante, pas de gestion de 40 mots de passe, quelque chose de simple à suggérer pour les gens des petites et moyennes entreprises, qu'est-ce que ça serait pour qu'ils améliorent leur posture de sécurité? Et je vais commencer par mon propre truc, des sauvegardes et de chiffrer vos données avec un outil, par exemple, comme VeraCrypt. Mais je vous donne la parole pour la suite. Merci. Très bonne question. Est-ce qu'on peut avoir, en tant que les PME, on le sait que quand on est une grosse compagnie, on a des divisions, on a plein de gens qui travaillent pour nous, et les PME, souvent, sont très vulnérables. Est-ce qu'il y a une manière d'avoir une bonne sécurité à peu de frais? Un truc chaque, et on va terminer là-dessus. Mourad, vous voulez commencer? Moi, je pense que c'est une excellente question parce qu'il y a un coût à la sécurité et que les petites et moyennes entreprises n'ont pas toujours les moyens de se payer une défense adéquate. À cet égard, il y a, je pense, quelques initiatives ici même à Montréal. Il y a une compagnie qui agrège un certain nombre de solutions qui relèvent de l'open source et qui les mettent à disposition de PME. Donc à télécharger gratuitement. Et après, je ne pense pas que l'objectif c'est du profit, mais après, il y a un service d'accompagnement si nécessaire. Et récemment, il y a un projet qui est en train de se monter qui permet donc à ces compagnies, des PME qui vont télécharger ces outils-là et les déployer, de communiquer des informations entre ces compagnies-là pour voir les tendances de sécurité, pour extraire du renseignement qui est partagé ensuite entre ces PME-là. Donc il y a un projet, je pense que la genèse du projet, elle vient de Montréal, ici, du Québec, en collaboration avec une autre compagnie qui fait une version de Linux qui est sécurisée en Ontario. Et le projet est cofinancé par les deux entreprises en question et aussi par des organismes subventionnaires. C'est un projet qui est en montage actuel là, donc je ne vais pas dire le nom là. Mais c'est un projet qui serait financé par le CRS-1G, le Conseil national, par Prompt Québec et OCI, les centres d'excellence de l'Ontario. Merci, Mourad. Benoît, une bonne pratique, une petite entreprise peut... Je suis d'accord avec vous sur les sauvegardes. Ça ne coûte pas cher, c'est essentiel. Je dirais sauvegarde et mise à jour. Si vous faites ça, si vous faites que ça, si vous faites peu de choses, ne faites que ça, et déjà vous allez considérablement augmenter votre posture. La crypto pour une PME, je ne suis pas certain que ça soit si facile à mettre en œuvre que ça. Mais sauvegarde, certainement, on peut avoir un consensus là-dessus, et mise à jour. Et on va terminer avec vous, Sébastien, une bonne pratique de sécurité d'une PME. C'est une bonne pratique, mais d'accepter qu'un employé ait du temps dégagé, de financer une formation en sécurité, ça me semblerait être un réflexe sain dans une PME. Amen. Et sinon, pour le logiciel libre, je suis totalement d'accord que c'est dans l'esprit de la sécurité. En fait, on veut souvent que pour que les codes et les mécanismes puissent être audités, il faut qu'ils soient ouverts pour que des gens s'y penchent. Donc je rejoins ce que disait Mourad, à mon avis. Enfin, l'esprit de la sécurité et de la crypto est totalement aligné avec celui du logiciel libre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève. Et en terminant, j'aurais le goût de dire que ça prend aussi des institutions qui ont ces questions-là à cœur, comme le Cœur des sciences, de programmer ce genre de discussion. Pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. Surtout nous, à la Sphère, on le fait depuis longtemps, mais d'avoir des gens qui répondent présents et qui font cette vulgarisation-là qui est vraiment essentielle, c'est vraiment extrêmement apprécié. Donc, merci beaucoup au Cœur des sciences pour nous avoir accueillis ce soir. Merci beaucoup, Benoît Dupont, Mourad Debabi, Sébastien Gambe. C'était extrêmement éclairant de vous entendre ce soir. Merci de vous être déplacés et j'espère que ça a été goûté par tout le monde parce que moi, c'est du bonheur que de vous avoir comme ça pendant 2 heures pour répondre à nos questions. Merci beaucoup.